Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. La triple menace, édition du 26 janvier 2025. Bienvenue tout le monde à l'émission pour une autre semaine chargée dans l'actualité sportive. Comme à chaque semaine, le trio composé de Pierre-Olivier Poulain, Félix Forget et moi-même, Emilio Constanza, on est prêt à vous accueillir, à débattre et à jaser de sport, ou même dans d'autres temps, comme en ce dimanche de finale de championnat au football, on exprime notre déception, on exprime notre désarroi, on exprime un certain désengagement envers un rêve de la collectivité qui nous a été vendue, celle d'une défaite des Chiefs de Kansas City, pour permettre finalement aux Bills de Buffalo de se rendre au Super Bowl, ce qui malheureusement n'est pas le cas cette année, une fois de plus. Parle pour toi. Moi, je suis pas déçu. Moi, je suis pas déçu du tout. Ben oui, le Swiftie du podcast qui parle, hein? On sait bien. Non, mais écoute, il y avait, puis vite, premier truc que je pense comme ça, c'est moi, ce que je suis vraiment content de ce match-là, c'est oui, les Chiefs ont gagné et tout, mais hey man, pour une fois qu'on peut regarder un match puis qu'on dira pas « Ah, les Chiefs ont gagné à cause de l'arbitrage », là, si quelqu'un dit encore que cette victoire-là est attribuable à l'arbitrage, je vous invite à regarder ce match-là. Non. La seule chose que peut-être que tu peux mettre sur le dos de l'arbitrage, c'est le 4e essai quand Josh Allen était comme dans le tas, on y a pas donné. C'est un jeu qui était très limite, puis je pense que les deux cas, t'aurais pu dire, je pense que peu importe les autres que tu rendais, c'était correct, ça se défendait dans les circonstances. Il n'y avait rien d'outrageux. C'était le seul qui était borderline, mais c'était pas outrageux non plus. Fait que, je suis content qu'on puisse regarder ça, puis qu'on se dise pas, ouais, mais peut-être que si cet appel-là avait été fait différent, si Mahomes n'avait pas été chercher une autre pénalité qui n'a pas rapport, on peut vraiment parler d'un match de football qui, encore une fois, a été un classique entre ces deux équipes-là. Mais c'est tout le temps le même match, puis je me tente pas de regarder ce match-là année après année. Mais il y a du monde qui disait, genre, puis je pense au deuxième quart, tu sais, l'attrapé contesté de Xavier Worthy, ouais. Il y en a qui disaient que le ballon touche au sol. Je ne sais pas, vous autres. Il y a du monde qui me dit ça, puis j'étais comme... Mais dans tous les cas, il y avait les Bills avaient retenu. Fait que dans tous les cas, les Chiefs avaient un premier jeu quand même. Mais ouais, ça, c'est l'autre peut-être qui était. Mais c'était bizarre comme jeu. Là. Tout était bizarre. Là. C'était une interception, un catch, tout était fucké. Somme toute, c'est quand même dans une victoire. Puis t'as dit, Félix, un autre match classique entre ces deux formations-là, de 32-29, qui, bon, autant que. On l'a dit, OK, quand les Bills l'ont emporté en saison régulière, que ça donne un bon test de ce qui pourrait venir en séries éliminatoires. Une fois de plus, c'est les Chiefs qui gagnent, malgré que ça reste des matchs serrés. Puis vraiment, on peut se dire, effectivement, qu'au niveau de l'arbitrage, les Chiefs n'en ont pas eu besoin. Puis c'est pas nécessairement que... OK, ce qui est fâchant là-dedans, c'est que les Chiefs n'ont jamais eu besoin d'un arbitrage avantageux pour gagner des matchs. C'est une équipe qui est assez bonne, c'est une équipe qui est assez bien rodée. Je veux dire, on est à 7 championnats de l'américaine consécutifs. Tu sais, c'est pas n'importe quand qu'on se rend là, puis c'est pas entièrement sur le dos d'un arbitrage qui est à notre avantage. OK? Puis aujourd'hui, finalement, on a battu ça, là, on a battu ce stigma-là. Puis c'est pas juste ça, parce que, moi, ce que je regardais surtout, c'est est-ce que l'arbitrage allait être correct? Ça, oui, il n'y a aucun doute, l'arbitrage a été correct. Mais moi, ce que je pensais qui allait beaucoup me frustrer, c'est que les Bills allaient trouver un moyen de faire quelque chose d'absolument stupide, puis qu'on aurait déjà, t'sais, on parle beaucoup de faut jouer un match parfait contre les Chiefs pour essayer de gagner. Là, il n'y a pas eu de bisounage, de botter bloqué ou de mauvaise gestion du temps de l'horloge ou un esprit de bullshit qui sort un peu de nulle part, qui n'arrive jamais contre les Bills. Les Chiefs ont gagné fair and square. Fait que Eagles Chiefs, très down avec le concept pour dans 2 semaines. Ouais, puis je vais juste parler un petit peu de ce match-là, les Chiefs aussi. Dans le fond, je vais donner un peu mes 3 étoiles de ce match-là parce que je pense qu'il y a 3 gars des Chiefs dont il faut vraiment parler dans cette victoire-là. Numéro 1, je pense que c'est assez simple. Patrick Mahomes qui
encore une fois, ce gars-là, man, en série, devient un autre animal. Puis j'ai compilé quelques stats un petit peu avant d'entrer en onde. Patrick Mahomes contre les Bills dans sa carrière, c'est un peu une histoire de deux situations. Parce qu'en saison régulière contre les Bills et Josh Allen, Patrick Mahomes a une fiche de 1-4, 10 touchés et 8 revirements, ce qui est très ordinaire, voire médiocre. Oui. Mais en série, 4-0, 12 touchés, puis un seul revirement, qui était son étapé d'aujourd'hui quand il a remis le ballon à Isaiah Pacheco. C'est fou de voir comment ce gars-là active une nouvelle switch en série, devient comme un autre carrière, passe à un autre niveau, puis je pense que les Bills n'ont toujours pas trouvé comment comment gérer ce Mahomes évoluer en série, ce nouveau Mahomes. Puis, on l'a vu en saison régulière, c'était une grosse victoire qu'on a eue contre les Chiefs, qui était à ce moment-là quand même en pleine santé. Il y avait Hollywood Brown, mais dans l'ensemble, c'était les Chiefs en assez bonne santé. Puis, on les a battus. Puis, c'était une victoire complètement méritée pour les Bills à ce moment-là. Mais aujourd'hui, Mahomes a été supérieur à ce qu'il était en saison régulière. Puis, ben, ça a fait la différence. Xavier Worthy, qui a été incroyable aussi, le receveur recru des Chiefs, qui a démontré qu'il n'est pas juste rapide, qu'il est capable d'être un excellent receveur. J'avais des doutes sur lui, puis vraiment, il m'a démontré des très belles choses aujourd'hui. Et Steve Spagnuolo, le coordinateur défensif des Chiefs, j'ai l'impression que l'année passée, quand il a gagné le Super Bowl, j'ai dit la même affaire, mais je vais leur dire encore aujourd'hui. À troisième essai en fin de match, juste avant la pause des 2 minutes, ce gars-là blitz 8 joueurs. Steve Spagnuolo est un psychopathe, man, puis j'adore tout de ça. C'est fou de blitzer 8 gars dans une situation aussi intense, mais c'est la mentalité de Spagnuolo, c'est la mentalité qui fait en sorte que la défense des Chiefs est aussi bonne depuis quelques années, puis c'est hyper agressif. On met tellement de pression, surtout avec une ligne offensive des Bills qui est tellement dominante. C'est ta seule façon d'aller chercher de la pression sur Josh Allen, puis c'est ce qui nous a permis d'aller gagner ce match-là aujourd'hui. Sans dire nécessairement que c'est sa marque de commerce à Spagnuolo, c'est certainement, parce qu'en même temps, ça manquerait un peu de lui envoyer toutes ses fleurs, à quel point il a été un excellent coordonnateur pour cette défensive-là. C'est les mêmes types de jeux qu'on a vus en fin de match contre les Texans aussi. C'était on blitz en fin de match, on va t'étouffer alors que tu essaies d'aller chercher. Déjà que tu es en situation où il faut que tu ailles chercher tes points pour égaliser le match. Tu es en situation où tu as besoin d'un jeu clutch. Bien, parfait. On va t'amener littéralement la plus grosse pression possible. On va blitzer avec le plus de joueurs possible vers le carrière. Puis tu es obligé de faire le meilleur jeu. Hey, on est passé à un petit miracle près, par contre. Oui. Que les Bills progressent sur ce jeu. Alors que Josh Allen, pour se faire ramasser, honnêtement, j'ai perdu le compte, OK, du nombre de chandails rouges qui se ruaient vers lui. envoie le ballon là où la vie a décidé qu'elle allait aller. Le vent passait par là. Peut-être qu'un pigeon l'a ramassé. Puis c'est passé tellement près d'être ramassé par Dalton Kincaid. Puis honnêtement, je vais faire un peu l'apologie de Dalton Kincaid parce que ce n'était pas... C'est pas le genre de jeu que tu vas dire tu l'as échappé, t'as vraiment comme échappé le match là-dessus. La semaine dernière, je peux comprendre pourquoi il y en a qui voulaient blâmer Mark Andrews sur la défaite des Ravens. La passe n'était pas incroyable, mais c'est une passe qui était très attrapable. Celle-là, man, le ballon, personne ne savait où il allait. Josh Allen ne savait même pas lui-même où il allait. Juste que le ballon traverse la ligne défensive, c'était déjà un miracle en soi. Là. Ouais. Tu t'essaies de t'adapter de ton mieux, mais ça, malheureusement, c'était pas assez pour que Dalton Kincaid puisse faire en attraper. Mais si près, man, ça a frappé juste son coude, en fait, de son bras droit, qui était le bras qui donnait plus vers l'extérieur. Fait que, non, man, c'était... Puis, après ça, tu as les Chiefs qui vont sur l'offensive. Puis quand ils vont ramasser ce premier jeu-là, tu as encore une fois les Chiefs qui te battent à petit feu. Puis tu as cette image de Josh Allen sur le banc qui regarde dans le vide, OK? Pour vous donner une idée, j'essaie de penser. Pour ceux qui ont déjà vu The Shining, OK? Pour ceux qui ont déjà vu The Shining, le moment où le personnage de Jack Nicholson, c'est là qu'il commence à virer fou. Ouais. Il regarde le vide. Fait que t'es en train de me dire que Josh Allen est dans son villain era à partir de l'année prochaine? Honnêtement,
je vais le dire, ça aurait dû être cette année son villain era. Ouais, honnêtement, je veux dire, c'est la même histoire à chaque année. Je veux dire, c'est pas nouveau, Josh Allen qui. Puis là, je blâmerai pas Josh Allen parce qu'il y a eu vraiment un super bon match. Puis, encore une fois, man. Tu peux pas blâmer Josh Allen pour cette défaite-là, mais man, il doit tellement être tanné qu'à chaque année, ce soit la même histoire. Puis, parce que tu regardes ça, puis tu te dis, man, si Patrick Mahomes n'existe pas, là, est-ce qu'on parle de Josh Allen comme étant le meilleur QB de son époque? C'est tout le temps ça le problème de Josh Allen. C'est qu'il se pogne contre Patrick Mahomes, qui est tout aussi bon que lui, puis qui a tout le temps le petit edge, peut-être à cause d'Andy Reid, peut-être à cause de. Parce qu'ils ont l'habitude d'être là. Si Patrick Mahomes et les Chiefs n'existent pas, Josh Allen est peut-être le meilleur carrière de l'ère moderne, depuis Tom Brady, disons. Mais à cause que Mahomes existe, c'est juste un parmi tant d'autres qui, à chaque année, tombe contre Mahomes dans ses. Si oui. Vas-y, Pop. Mais, tu sais, on parle de Dalton Kincaid, mais tu sais, est-ce qu'on en arrive là si la défensive était capable de faire un jeu clutch une fois de temps en temps? Puis c'est là que je m'en allais avec ça. Oui, Patrick Mahomes a fait des bons jeux. De cette défensive-là, c'est zéro. Tout le monde chez les Chiefs a fait les bons jeux. Juju Smith-Schuster qui est allé chercher un premier. Tu sais, fucking Travis Kelce qui a comme 2 réceptions dans le match. Sa première, après 3 cibles, a juste accumulé 8 verges. Après ça, il est allé chercher un gros premier essai au 4e quart. Là. Ce qui a permis après aux Chiefs de marquer. Qui a envoyé Matt Milano faire la toupie. Là. Ça, c'est pas n'importe qui peut envoyer Matt Milano dans la toupie de même. Non, mais la défense des Bills, ça a été. Puis, tu sais, c'est pas facile de défendre Patrick Mahomes. Mais la défense des Chiefs a été capable de tenir juste un petit peu plus que celle des Bills. Puis, ces matchs-là, on le sait, ça se joue avec des écarts tellement minces. Il faut que tu sois parfait. On l'a dit, pour battre les Chiefs, il faut que tu sois parfait. Puis, mais la défense des Bills, on n'a pas été capable de générer assez de pression sur Mahomes dans ce match-là. Des gars comme Greg Rousseau, comme Ed Oliver, qui sont supposés être des gars qui génèrent de la pression constante, l'ont pas fait. Est-ce que quelqu'un a vu Von Miller aujourd'hui? Je ne l'ai pas vu du match. Puis je comprends que c'est un joueur en fin de carrière, mais c'est complètement invisible. Puis surtout, je pense qu'il a vraiment fait mal aux Bills. Christian Benford s'est blessé tôt dans le match. Man. On a amené Kaiir Elam, puis Kaiir Elam s'est fait... Ça paraissait. En anglais, il y a l'expression du bully ball. Là, quand tu attaques un gars, puis tu l'attaques parce que tu sais que ça va marcher. Puis dès qu'il y avait une passe, dès qu'il y avait de la couverture homme à homme, on envoyait en direction de le receveur qui était couvert par Kaiir Elam. Puis il y a un moment donné, Hollywood Brown qui faisait un tracé comme le long du terrain, là, un slant route un petit peu. Là, il faisait un tracé vers l'intérieur. Puis Kaiir Elam était rendu genre 15 verges en arrière de lui. Il y avait tellement de séparation, ça n'avait pas de bon sens. Puis c'est peut-être ce petit manque de profondeur-là qui a fait mal aux Bills. Cette blessure-là a vraiment fait mal. Vraiment. La seule peut-être critique que je vais avoir sur les Bills, sur Josh Allen, mais plus sur Sean McDermott, c'est comment on a géré les 4e essais courts, les convertis 2 points qu'on a essayé de faire. Moi, OK, vous me direz, n'importe qui ferait peut-être la même chose en ayant un gars comme Josh Allen. Mais tu sais, Patrick Mahomes, dans ces genres de jeux-là, petite dérobade du corps, s'en va à droite, petite passe de 2 verges, ça marche de ça. Les Bills n'ont pas arrêté d'essayer de foncer comme un tank en plein milieu de la ligne pour essayer de défoncer, un peu comme les Eagles font. Je comprends qu'on a Josh Allen, je comprends que la ligne offensive est une des très bonnes dans la NFL, mais ça ne laisse pas les Chiefs assez sur leurs orteils pour dire « Hey, est-ce qu'il va foncer en plein milieu comme un tank? Il va-tu faire une petite passe de 2 verges en dérobade du corps? » Tu sais, c'était beaucoup trop prévisible sur ce genre de choses-là, mais en même temps, tu te dis... Si on avait vraiment si on avait juste fait les botter au lieu des 2 convertis de 2 points, au final, on perd par un point pareil. Puis, mon autre question, c'est, il était où James Cook en fin de match? James Cook a été tellement, surtout au 3e quart, là, James Cook a été, puis je suis pas son plus grand fan à James Cook, je l'ai déjà dit sur le podcast, là, mais James Cook était tellement bon aujourd'hui, il était capable d'aller chercher des verges au sol, puis c'est comme si au 4e quart, on voyait Mahomes commencer à rouler, puis on a fait, oh, OK, là, il va falloir qu'on le batte avec Allen, t'sais. On peut pas laisser les autres, c'est Mahomes contre Allen, puis il faut qu'on le batte avec notre carrière, puis t'avais James Cook, ça marchait bien, là. C'est un peu comme pourquoi c'était quand même lui sur le terrain, mais si tu ne l'utilises pas, amène-le sur le terrain pareil?
Il avait l'air blessé. C'est ma théorie. D'après moi, Puis, il va être honnêtement, blessé, Félix, c'est mais- fort probable. Là. On sort de. Ouais. Ben là, pour eux autres, c'est 17 matchs de saison Ah régulière. oui. Puis Ben là, oui. les Bills, c'est un deuxième match de série, puis troisième, c'est ouais. troisième. Puis, man, c'est un sale grind. Puis, tu sais, on va pas commencer non plus à mettre ça 100% sur le dos des blessures parce que Oui. le cas est idem chez les Chiefs, mais, tu sais, encore une fois, les Chiefs ont l'expérience ici et ça, mais. Man, Puis ils ont eu 2 semaines de congé. Hein. La semaine 18, on n'a pas fait jouer les partants. Première semaine, on n'a pas joué. Ça fait la différence. Puis encore là, c'est comme on dit la semaine passée avec les Eagles contre les Rams. Gagne tes matchs en saison régulière, ça va te donner des avantages rendus en série, que ce soit la semaine de congé, que ce soit l'avantage du terrain. Puis c'est toutes des petites choses. On l'a dit, ça ne joue à pas grand-chose ces matchs-là. Sean McDermott n'a toujours pas gagné un match en série à l'étranger, hein? Non, Voilà. C'est vrai qu'en même temps, quand c'est seul match à l'étranger, c'est au Arrowhead aussi. Ouais. Mais c'était contre l'année passée, c'était pas contre les Ravens qui avaient perdu? Ou non, c'était contre les Chiefs. C'était contre les Chiefs. Oui, excuse-moi, c'était. C'est tout le temps contre les Chiefs. Parce que ça arrive en ronde de division. Là, en tête, je savais qu'ils avaient joué les Ravens en finale de. Les Bills sont capables de sécuriser l'avantage de la maison jusqu'à ce que ce soit le moment de se rendre au Arrowhead. Ouais, mais écoute, je veux parler un peu des Ravens aussi, puis je veux poser la question parce que, tu sais, la semaine passée, on a beaucoup parlé de ce match-là, Ravens-Bills, tu sais, comme le Super Bowl avant le temps, tu sais, le duel entre Lamar Jackson et Josh Allen, puis j'ai regardé le match d'aujourd'hui. Est-ce que les Ravens auraient battu les Chiefs aujourd'hui? Non. Ça aurait été tight. Je suis prêt à considérer que ça aurait... Si Derrick Henry, la manière que James Cook avait l'air de se comporter aujourd'hui, si tu mets Derrick Henry, moi je pense que ça serait tight, mais je pense que je donne encore l'edge aux Chiefs. Puis tu vois, moi j'arrive, je pense, au même constat que toi. Puis je trouve que ça démontre à quel point les Chiefs, en saison régulière, tu sais, tout a été dit sur ouais, mais ils gagnent des matchs bizarres, tu sais, botté bloqué, chanceux avec les pénalités. On a battu les Bills aujourd'hui, puis je pense qu'on aurait battu les Ravens de la même façon. On a battu les Texans. On a pas mal géré les gros noms de la AFC, puis on est là de plein droit à Kansas City. Tu sais, oui, il y a des gens qui aiment ça, diminuer un peu les succès de cette équipe-là, mais ils sont là, puis ils sont tellement durs à battre. C'est pas la meilleure équipe, mais c'est une équipe qui est dure à battre parce qu'on a déjà été là, puis on sait ce que ça prend pour gagner ces matchs-là, puis on panique pas, on croule pas sous la pression. Puis c'est vrai, pour ça que j'ai vraiment hâte de voir ce Super Bowl-là, parce que je pense que de l'autre côté, on a peut-être une équipe qui est meilleure, mais qui a moins cette expérience-là. Puis je pense qu'on va en parler bientôt aussi, là, mais je pense que l'équipe qui va affronter les Chiefs, sur papier, a un meilleur alignement. Mais de là à dire qu'ils sont mieux équipés pour gagner, je ne sais pas si on peut dire ça. Somme toute, les gars, on se retrouve effectivement avec un Super Bowl qui présente deux équipes vraiment fantastiques, mais pourtant deux équipes qui, de la semaine 1 à la semaine 18 et durant toutes ces séries éliminatoires-là, on a sous-estimé. Okay? On a utilisé l'expression en anglais, okay? On a downplay les succès de ces deux équipes-là. Deux équipes qu'on voyait avec beaucoup de points d'interrogation, puis on s'est dit, non, mais tu sais, quand ils vont affronter une vraie équipe ou une vraie défensive ou une vraie ci ou une vraie ça, pourtant, ce sont ces équipes-là qui gagnaient. Puis c'est dans un rematch que les Chiefs affronteront les Eagles de Philadelphie, puis on peut parler des succès des équipes, vraiment. Là, les deux équipes méritent bien d'être là. Saquon Barkley est en train, en ce moment, de se monter une des meilleures performances en séries éliminatoires individuelles que j'ai vues de ma vie. C'est incroyable. Je pense saison point. Oui. Saison régulière, absolument. Parce que moi, je suis en train de penser à Saquon Barkley. C'est quand la dernière fois qu'on a vu une vraie saison, vraiment séries éliminatoires et saison régulière mis ensemble aussi historique. Tu sais, il y a eu Sean Alexander en 2006, il y a eu Ladainian Tomlinson, je pense en 2004, qui a battu le record pour plus de touches en une saison. Ouais, il y a eu Adrian Peterson qui est en 2012-13 dans son prime, mais on n'avait jamais ça en série. Là, Saquon Barkley amène ça en série, puis peut-être pourrait causer en ayant une victoire et peut-être même un MVP du Super Bowl, sait-on jamais, dans le top 3, top 5 des meilleures saisons de porteurs de ballon de l'histoire de la NFL? Oh, définitivement. Puis là, tu sais, mettons, si on reste juste avec ce qui est là de la saison, en fait, des séries éliminatoires, les gars, c'est 3 performances consécutives de 119, 205
et 118 verges par la course, incluant, tu sais, on disait la semaine dernière, quelle performance avec 2 touchés de Saquon Barkley. 3 aujourd'hui. 3, puis il s'est blessé aussi. Hein. Il s'est blessé au premier quart de ce match-là. Ouais. Il avait l'air blessé, puis il a réussi quand même à rester dans le match. Je pense que voir Kenneth Gainwell quitter pour une commotion, ça a dû le craquer un petit peu à pousser à travers sa blessure. Mais et puis les 2 premières fois qu'il a touché au ballon, c'était 2 touchés. Hein. C'était la course de 60 quelques verges au début, puis l'autre touché juste après le revirement. Là. Ce gars-là est tellement dynamique, puis je pense que j'en avais parlé ici de ce cas-là. J'avais vu ça passer sur Twitter, puis quelqu'un qui se demandait si Saquon Barkley avait joué derrière cette ligne offensive-là toute sa carrière. Est-ce qu'on parlerait de lui comme le meilleur, comme l'un des meilleurs, sinon le meilleur porteur de ballon? Le gars arrive à 27 ans à Philadelphie. 2000 verges, cette run de série-là. Moi, je me souviens quand Derrick Henry avait eu sa run de série en 2019, je m'étais dit, wow, je pense que jamais je vais revoir un porteur de ballon porter son équipe autant en série que ça. Saquon Barkley est là, mesdames et messieurs, puis il fait à peu près ce que... J'ai presque envie de dire qu'il est tout aussi bon, sinon meilleur que Derrick Henry l'était dans cette run de série-là en 2019. Puis il va se rendre au Super Bowl contrairement à Henry cette année-là aussi. Fait que ça joue en sa faveur, mais man, quel joueur c'est contre Barkley? Je pense que c'est ce que je retiens de cette saison puis de ces séries-là, surtout à Philadelphie. Là. Quel joueur c'est contre Barkley? Puis je savais qu'il était bon quand il était avec les Giants, mais a clairement atteint un autre niveau. Et le jour du Super Bowl, il va fêter ses 28 ans, cette journée-là. Ce serait quand même un beau cadeau d'anniversaire de se payer un petit 200 verges MVP du Super Bowl puis un Super Bowl pour sa fête. Là. Je sais pas, je pense que ça serait quand même pas payé. Payer un vieux running back de 27 ans, là, d'après moi, ce serait un beau petit point d'exclamation le jour de ses 28 ans. C'est également ce qui met fin à cette saison des Commanders aussi qui, honnêtement, les gars, chapeau à cette équipe-là des Commanders. En plus, Jaden Daniels, j'ai un ami qui me disait tantôt comme pourquoi Jaden Daniels, il est autant fâché que ça, comme dude. They were right there. Il était drette là. Personne ne s'attendait à ce qu'il se rende là. Puis, OK, dans la défaite, ils ont quand même mis 23 points. Puis, man, tout était là. Même performance vintage aussi de Zach Ertz qui a amassé une centaine de verges aujourd'hui. Oui, on dénigrait un peu les succès des Eagles, mais l'affaire, c'est qu'on n'aime pas trop les Eagles. On n'aime pas trop la ville de Philadelphie en général. Tu veux voir cette équipe du petit frère des Commanders se rendre. Non, moi, je voulais voir les Eagles. Moi, au Super Bowl. J'avais collé que les Commanders allaient gagner parce que j'avais un feeling avec Jalen Hurts qui n'était pas en 100% pour une cheville la semaine passée. Puis j'étais genre. Mais moi, je voulais Philadelphie. Là. Non, mais quand les Eagles ont gagné cet après-midi, même si je prenais pour les Bills, j'espérais un match-up avec les Chiefs parce que tu vas avoir la ligne à l'attaque des Eagles contre la ligne défensive de Steve Spagnuolo. Ouais. Ça va être... Pierre Vercheval va se régaler au Super Bowl en regardant ça. Je dis pas ça parce qu'il fait tout le temps des analogies de bouffe, là, mais un vrai student of the game qui a joué lineman, que ce soit n'importe quelle ligne défensive ou offensive, ça va être du cinéma, ce Super Bowl-là, de ce côté-là. Non, puis là où je m'en allais avec ça, ce qui a mis vraiment la cerise sur le Sunday de vouloir prendre pour les Commanders, c'est les commentaires cette semaine d'un confident des Commanders qui sortait que Dan Snyder, il fucking détestait le fait que les Commanders gagnaient sans lui. Puis, tu sais quoi, man? Rebozo, man, va prendre une marche. Raisin de la semaine. J'ai même pas besoin de finir le podcast. Raisin de la semaine. Regarde comment ton ex se porte mieux depuis que t'es plus là. C'est pas 2-3 saisons. C'est pas comme 4-5-6 saisons. Non, c'est 2-3 saisons. That's it, là. She is glowing. Who is this diva? Non, c'est sûr. Mais puis, tant mieux pour Washington parce que personne ne les attendait là. Premier match de l'année qu'ils ont perdu contre. Tu penses contre les Giants, premier match de l'année? Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Ils ont commencé 3-0 la saison. Les Commanders, ils n'ont pas perdu le premier match. Ah ouais. OK, ben en tout cas, bref. Ça pour dire que tu regardes ça au début de l'année, tu dis ça va être une longue saison puis tout. Puis
man, on a gagné des matchs qu'on n'avait pas d'affaire à gagner. Là, tu sais que tu as un bon carrière en Jalen Daniels. Là, la question, c'est, on l'a vu avec CJ Stroud l'année passée. C'est facile quand tu es recru, que tu n'as pas trop d'attente, que tout va bien, que tu gagnes des matchs, mais là, la deuxième saison, les équipes vont être un petit peu plus prêtes, tu vas avoir un petit peu plus d'attente. Comment il va répondre à ça? Ça va être intéressant. Puis tu l'as dit, Mio, de le voir frustré comme ça. Et j'ai donné l'exemple la semaine passée. Les Titans étaient la meilleure équipe de la AFC il y a 3 ans. On finit dernier rang du classement général cette année. Ça va vite dans la NFL. Ça va vraiment, vraiment. On l'a vu aussi cette semaine. Bobby Slowick, l'année passée, était un candidat hyper populaire pour devenir coach. Puis là, coordinateur offensif des Texans, il est resté coordinateur offensif des Texans. C'est fait sacré dehors cette semaine. Ça va vite dans la NFL. Puis quand tu as ta chance, il ne faut pas que tu manques. Puis Jalen Daniels n'a pas été mauvais du tout aujourd'hui. Il a même été quand même relativement bon dans les circonstances, mais la défense des Commanders aurait été absolument rien. Là, la grosse priorité pour les Commanders maintenant, reconstruire cette défense-là parce que Bobby Wagner, ça faut sortir Marshall Lattimore de là. Ouais, ben, Marshall Lattimore, ça a été lourd. Puis AJ Brown a été capable de le picosser. Il savait quel bouton appuyer, mettons. Je pense qu'il a consulté Mike Evans après on peut-tu en parler aussi que c'est AJ Brown qui arrache le casque de Marshall Lattimore. Lattimore l'enguirlande un petit peu, puis ben, c'est Lattimore qui se ramasse avec la pénalité, même si l'autre qui a arraché son casque. Ça c'était bizarre. Mais clairement, ça n'a rien changé au résultat final parce que ça a été quand même une bonne varlope. Là, c'est le grand frère a rappelé au petit frère qui n'était pas supposé être là encore. Puis moi, je regardais ça, par exemple, puis tout le long, je me disais, oh man, le chemin était vraiment là pour les Rams. C'était vraiment juste là. Tu regardes que Eagles-Rams, ça s'était tellement pas joué à. Ça s'était joué à tellement peu. Puis tu regardes les Eagles ramasser les Commanders. Puis c'est pas aussi simple que ça, je le sais, mais le chemin était là. Puis je pense que la magie de Jalen Daniels, ça aurait été le fun de le voir au Super Bowl, le premier carrière recru au Super Bowl, ça aurait été vraiment, vraiment trippant. Mais les Eagles ont été meilleurs. Puis des fois, c'est juste que l'équipe est meilleure. Jalen Hurts, qui est pas mon préféré, mais a été super bon aujourd'hui. Puis c'est contre Barkley a été. Il a fait plus que ce qu'il avait à faire. Il a été vraiment bon aujourd'hui, Jalen Hurts. Puis pour un gars qui avait des problèmes de blessure et tout, son genou, ça n'a pas paru du tout. Là. Je sais pas si quelqu'un a vu le moins de problèmes avec le genou de Jalen Hurts. Moi, j'en cherche encore. Même AJ Brown s'est remis à attraper beaucoup de ballons puis à être le vrai receveur numéro 1 qui est supposé être dans cette attaque-là. Puis et je pense que c'est 8 touchés qu'on a marqués au final pour les Eagles qui se sont ramassés dans une drôle de situation aussi. Ils ont perdu leur centre. Avant, leur centre partant n'était pas là. Ont tassé leur garde à gauche pour jouer centre puis amener un autre garde. Le garde qui était devenu centre s'est blessé pendant le match. Fait qu'il a fallu amener le centre blessé qui n'était pas supposé jouer. Là, c'est comme, mon Dieu, c'est pas facile de gérer ça, mais ça n'a pas été un trop gros problème finalement pour les Eagles. Puis cette défensive-là, man. Bonne chance. Parce que là, surtout que Brandon Graham, ça vient de sortir que Brandon Graham pourrait revenir, ramener un peu cette présence-là de vétéran puis de gars qui est tellement apprécié dans le vestiaire. Il ne fera pas une grosse différence, d'après moi, au Super Bowl, mais juste de le ramener autour de cette jeune équipe-là. Nolan Smith qui a tellement atteint un autre niveau dans ces séries-là. Jalen Carter qui est une brute. Sérieusement, ce gars-là est un monstre. Puis Zach Bond qui est incroyable. Les deux découvertes de ces séries-là, by the way, Zach Bond. Ah oui, absolument, absolument. C'est Zach Bond Zach Bond a une saison incroyable. Puis Jalen Carter, c'est tout un joueur, mais pendant ces séries-là, on l'a clairement découvert aussi. Nolan Smith qui est passé au prochain niveau. Puis cette tertiaire-là est tellement bonne, man. Tu as le vétéran Darius Lee, Quinion Mitchell qui est tellement bon en tant que recrue, Cooper DeJean, puis tu as Reed Blankenship en arrière. Cette défense-là est solide avec Vic Fangio qui sort vraiment le meilleur de ces gars-là. Puis c'est une sacrée équipe sur papier, les Eagles. La question maintenant, est-ce que c'est l'équipe qui est capable de battre Patrick Mahomes en série? Est-ce que c'est finalement eux autres qui vont faire tomber les grands méchants Chiefs? Il y a 2 ans, ils n'avaient pas réussi, mais cette année, on a une nouvelle chance avec une équipe améliorée. C'est ça, il y a comme un nouveau petit astérix qui s'est rajouté à cette formation-là des Eagles qui s'appelle Saquon Barkley. Puis Vic Fangio en défense. Non, mais c'est pas juste ça. Je pense que pour les Chiefs, le pire match-up qu'ils pouvaient avoir, c'est contre les Eagles. Tu sais, comme je l'ai dit, la bataille, les lignes offensives versus la ligne défensive, la tertiaire qui va être incroyable. Moi, je fais juste dire que Cooper DeJean arrive là et tout bonnement, les Eagles s'en vont au Super Bowl. Moi, je fais juste dire ça, pour commencer. Puis, je vais dire 2 choses aussi. De un, j'étais allé vérifier. En fait, les Commanders avaient vraiment perdu leur premier match de l'année. Ouais, OK. C'était contre les Bucks. C'était contre les Bucks. C'est ça, j'étais plus sûr finalement. Et deuxième chose, une statistique que j'ai vraiment aimé ça.
les Eagles ont marqué 7 touchés au sol aujourd'hui. Ouais, 7 touchés au sol. Attends, juste ça, combien? c'est insane. Les Cowboys de Dallas en ont 6 durant toute la saison. Fou, man. Quelle équipe de Ça, bum, c'est les Cowboys, ouch. man. Brian Schottenheimer, bonne chance. Bonne chance, Ça, mon chum. on n'a pas trop le temps d'en parler, mais je déteste cette embauche-là pour les Cowboys, Ben. C'est. Ben, on en parlera semaine prochaine, le corps fera le tour du carrousel. Avec les Cowboys. Bon champ, mon gars. Définitivement. La semaine prochaine, du moins, on va vous réserver nos commentaires, notre prédiction officielle pour le Super Bowl. Mais afin de laisser un petit goût en bouche pour les gens la semaine prochaine, les boys, quels sont vos ressentiments par rapport à l'affrontement qui s'en vient? Je pense que c'est la meilleure équipe de la NFC. Je pense que les Lions étaient bons, mais je pense que les Eagles sont une coche au-dessus. Puis ben, les Chiefs, que demander de plus que les Chiefs? C'est rendez-vous avec l'histoire. Je sais que c'est un grand cliché, mais c'est possibilité d'être la première équipe à gagner 3 Super Bowls consécutifs dans l'histoire de la NFL. Puis c'est Taylor Swift va être là, puis les Eagles, c'est les grands méchants Eagles qui sont encore là aussi. Puis je pense que c'est le Super Bowl que l'Amérique voulait pas voir, mais c'est quand même sur papier, oui, c'est pas 2 équipes qui sont nécessairement hyper appréciées, mais c'est 2 sacrées bonnes équipes de football. Puis ben, je pense que ça va être un bon match. Honnêtement, je pense que ça va être le plus gros test que les Chiefs ont eu dans ces séries-là, parce que je pense que les Eagles sont une meilleure équipe que les Bills. Ça a tout pris pour battre les Bills aujourd'hui, puis je pense que Jalen Hurts, c'est pas Josh Allen, mais Jalen Hurts a un bien meilleur groupe de soutien que Josh Allen à Buffalo. Donc, je pense que ça va être un gros défi. Steve Spagnuolo, d'après moi, va passer les 2 prochaines semaines à s'imaginer 20 000 blitz possibles. Est-ce qu'il va se brûler avec ses blitz, avec Jalen Hurts, qui est un carrière très mobile, puis Saquon Barkley, qui est un meilleur porteur de ballon que James Cook? Comment on va gérer Jay Brown? Comment on va gérer... Il y a beaucoup de... Le personnel de cette équipe-là des Eagles fait en sorte qu'il y a des grosses questions à se poser pour les Chiefs. Puis de l'autre côté, comment t'arrêtes Patrick Mahomes? Moi, j'arrête de croire que c'est possible d'arrêter ce gars-là en série. Je pense que je m'attends à un shootout. Je pense que je vais y aller avec cette prédiction-là. Je pense que c'est 2 bonnes équipes défensives, mais je pense que ça va quand même finir en shootout. Moi, je pense qu'on va être plus proche du Super Bowl entre les Pats et les Rams d'il y a quelques années qu'un shootout. Oh! 13-3. 13-3. Je ne dis pas que ça va être à cette hauteur-là, mais moi, je pense que ça risque de pencher peut-être un petit peu plus sur le côté défensif. Okay. Moi, je pense qu'on va vraiment voir les défensives briller durant ce match-là. Mais si tu dis que l'Amérique ne voulait pas ce Super Bowl, ça tombe bien, je ne suis pas américain. Moi, quand j'ai vu les finales de conférence, c'était le match-up que je voulais voir, même si je voulais que les Bills passent en premier. Mais match-up pour match-up, moi, c'est les Eagles contre les Chiefs. Ça va être un combat de poids lourd sur les man. Hey, man, c'est incroyable. Hey, aujourd'hui, tu regardais Mahomes à l'une, ça s'est changé, tu sais, comme un vieux combat. Ça s'est changé à des coups, là, puis ça finissait plus. Ça y allait drive pour drive à la fin, puis man, ça pourrait vraiment être quelque chose au Super Bowl, je pense. Je pense que Jalen Hurts, c'est pas Josh Allen, comme je disais, mais il y a tellement du bon monde autour de lui, puis j'ai vraiment hâte de voir ce Super Bowl-là. Je pense qu'il va y avoir des trames narratives super intéressantes à voir dans ce duel. Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à l'affrontement du Super Bowl, c'est que on est déjà là, les gars. C'est vrai. Il reste juste une game avant septembre. Hein. C'est fou comment ça passe. À la pré-saison, je me fous de la ça compte pas. Man, on est déjà... Il y a une game d'ici le mois de septembre. Fait que profitez-en. Il y a le Pro Bowl la semaine prochaine pour ceux qui s'intéressent à ça. On n'en parlera pas sur le podcast, à moins qu'il se passe le plus gros plot twist. À moins que Sean Taylor revienne en vie. Oh, come on! Non, mais c'est lui qui a le jeu le plus iconique de l'histoire du Pro Bowl. Je m'excuse. Mais, crime, me semble, on était juste au mois de septembre, puis on disait que Josh Allen et les Bills allaient blow up cette année. C'est pas genre hier quand Isaiah Likely avait un soulier un petit peu trop gros puis qu'il a manqué son toucher dans le premier match de saison. Là. C'était pas hier, ça, voyons. C'était pas genre début de saison qu'on checkait, on faisait notre prédiction puis on est comme il va se passer quoi avec les Bills cette année? C'est quoi nos attentes pour les Bills? Ouais. Puis qu'on se disait tout, d'après moi, je pense que les Chiefs vont être au Super Bowl encore. Ah, mais ça on avait raison. Ah, ça, les choses n'ont pas changé. On est 2 en 2. On est 2, on l'a tout. Mais pour le vrai, c'est ça, je me disais quand je checkais la game avec les gars tantôt, je suis comme, hey, les Bills sont là, puis en début de saison, là, on checkait le personnel. Okay? On voyait que tout le monde, pas mal, avait été liquidé, mis à part Matt Milano, comme des gros noms qui étaient là, puis tu disais,
Il va se passer quoi avec les Bills cette année? C'est quoi? Ils vont finir genre 2e. Aaron Rodgers, il va transporter les Jets. Ça parlait de 3e dans la division à Mané. Ça parlait de 3e dans la division à Mané derrière les Dolphins et les Jets. Ouais. Puis coupable, je pense que je les avais 3e aussi. On a ri de l'ami de l'émission, Matthew Vachon, qui avait dit que Josh Allen allait être MVP. Puis mais Lamar a la plus grosse PR team de la NFL, fait qu'il va gagner. Non, mais je veux dire, au-delà de ça, on a ri de lui parce qu'il a osé considérer Josh Allen en début de saison comme étant l'MVP. Puis aujourd'hui, on le regarde, puis on est comme, à moins d'un coup d'éclat de l'équipe des relations publiques de Lamar Jackson, Josh Allen devrait. Non, je pense que Lamar est favori en ce moment. Je pense pas. Anyways, mesdames et messieurs, on est à 2 semaines du grand match. On a hâte de vous en jaser la semaine prochaine et dans les prochains jours, vos prédictions pour celui-ci. C'est pas non plus la plus grosse nouvelle, j'ai l'impression, qui a fait sauter le monde sportif, en tout cas certainement pas au Canada. Bien parce qu'on parle quand même de hockey, qui est quand même notre sport national, mais on parle quand même de 2 équipes américaines, fait que c'est ce qui est quand même étrange. Une transaction aussi qui impliquait des joueurs, mis à part un Taylor Hall là-dedans, mais qui impliquait des joueurs européens comme étant la pièce maîtresse de cette transaction-là, car, mesdames et messieurs, l'Avalanche du Colorado a échangé Mikko Rantanen aux Hurricanes de la Caroline, notamment en échange pour obtenir les services de Martin Necas pour essayer de repartir sur une autre run. On sait que la situation contractuelle de Rantanen en avait beaucoup à faire dans cette transaction-là. Puis, c'est la première piste sur laquelle j'ai envie de vous envoyer un petit peu parce que les Hurricanes, on s'enligne encore peut-être pour un win now, tu sais. L'année dernière, on avait dit la même chose lorsqu'ils sont allés chercher Jake Guentzel. Finalement, les Hurricanes ont perdu Jake Guentzel pour même pas un sac de patates et un trombone. Félix Forget, si tu es le DG des Hurricanes de la Caroline, pourquoi fais-tu cet échange? Tu le fais parce que tu crois en ton groupe, tu le fais parce que tu penses que Sébastien Aho va être capable d'inciter Rantanen à rester, parce que tu espères que la chimie entre les deux va pogner, puis parce que tu vas chercher un des meilleurs attaquants de puissance, sinon le meilleur attaquant de puissance de la NH en Rantanen. Mais clairement, tu le fais aussi parce que tu espères le signer à long terme. Tu ne fais pas cet échange-là seulement pour le voir comme un joueur de location, mais tu le fais pour t'améliorer cette année. Puis juste avant qu'on défasse tout ça, Pop, si tu es le DG de l'Avalanche du Colorado, pourquoi est-ce que tu es allé chercher Martin Necas? Martin Necas, on sous-estime. Je pense que dans le top 10 des joueurs peut-être les plus sous-estimés de la Ligue, certainement Martin Necas est là-dedans. Ce gars-là peut faire 90 points cette année. Rappelez-vous qu'au mois d'octobre, Martin Necas était le front-runner pour le MVP après le mois d'octobre. Ouais. Mais est-ce que c'était une guerre idéologique dans le sens que du côté de Colorado, on voulait absolument, mais absolument pas donner plus d'argent que Nathan MacKinnon? Ça reste à voir. Est-ce que Rantanen aurait accepté un discount? Peut-être. Est-ce que MacKinnon aurait été à l'aise que Rantanen fasse plus d'argent? Je ne sais pas. Mais le rush de dopamine, quand j'ai vu tout ça commencer à défiler sur Twitter vendredi soir, là, j'étais dans mon cerveau, j'étais genre wow! Tout a commencé. Je pense que c'est le plus gros trade de l'ère du cap salarial depuis que George Thornton a passé des Bruins aux Sharks. Il y a eu de Ketchuk Huberdeau, mais c'était pas mal en saison, par exemple. C'était pas saison. Intra-saison, il y a quand même eu celui qui avait Andrew Hammond pour Brandon Baddock avec le Canadien. Ça avait quand même été un blockbuster, ça. Mais... Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Intra-saison, voir un gars comme Rantanen a été changé en pleine saison. Moi, je me souviens pas d'avoir Puis pas juste en pleine saison, là. Le trade deadline est au début du mois de mars. On a échangé ça un 24 janvier. Ouais. Il se passe jamais rien à ce temps-ci de l'année de la Ligue nationale. Et là, au début, tu vois genre, OK, Taylor Hall est impliqué dans un échange à 3 équipes. Là, tu vois, OK, les Hurricanes, l'Avalanche, Chicago sont impliqués. OK, tu te dis pas pire. Là, après ça, je pense que c'est, si je ne me trompe pas, c'est Frank Saravalli de Daily Face-Off qui drop la nuke. Mikko Rantanen impliqué dans le trade. T'es genre, wow!
Wow! Moi, je partais de chez nous à 8h15 vendredi soir, c'est sorti à 8h12. Dis ça aux partisans des Hurricanes puis de l'Avalanche au mois d'octobre. Martin Necas et Mikko Rantanen vont être échangés au mois d'octobre. Hey, puis au mois d'octobre, quand ça parlait de Martin Necas, je pense qu'il y avait des rumeurs qui l'amenaient à Montréal. Là. À Montréal, on parlait genre de quelque chose comme Logan Mailloux, peut-être genre Owen Beck, mettons peut-être Kirby Dack, Alex Newhook, peu importe. Mikko Rantanen, là, en ce moment, les Hurricanes ne doivent pas être très tristes d'avoir attendu un petit peu puis de ne pas avoir échangé Necas qui était au plus bas de sa valeur parce qu'il voulait être échangé puis tout. J'ai longtemps pensé que Necas ne finirait pas ce contrôlant en Caroline parce que la relation avait l'air tendue. Mais même de le voir partir comme ça, mi-saison, pour être parti au Colorado contre Rantanen, ça c'était loin dans la liste des affaires auxquelles je m'attendais. Puis moi, en fait, je me pose deux questions maintenant. Là, l'Avalanche t'a échangé Rantanen. En fait, qu'est-ce que tu vas faire avec Cale Makar dans 3 ans? Parce que si tu veux payer plus que McKinnon, Cale Makar dans 3 ans va demander plus que 12,6. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu vas faire rendu là? J'ai hâte de voir, mais est-ce que tu as choisi d'échanger Rantanen pour garder Makar? Bonne question, mais ça va être un gros débat. Puis surtout, là, tu viens d'échanger Rantanen, Martin Necas, c'est cool, puis Jack Drury, c'est bon petit joueur de soutien. Est-ce que tu arrêtes là? Parce que oui, la vitesse de Necas marche bien avec McKinnon, Makar et tout, mais tu viens de perdre Rantanen, qui est un de tes meilleurs joueurs, un gars qui est prouvé en série, puis tu as été chez Necas, qui en série, c'est toujours laborieux. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que c'est le premier d'une séquence de mouvements? Parce que ça ne peut pas arrêter là. Tu ne peux pas juste te dire, bon, gars, si on a perdu Rantanen, fait partie de la game. Non. Faut que tu fasses autre chose. Tu as eu un choix de 2, un choix de 4, puis tu as d'autres choix de repêchage. Va chercher autre chose. Tu as besoin d'un deuxième centre. Parce que Necas joue à l'aile avec McKinnon, tu as besoin d'un deuxième centre. C'est un gros problème au Colorado en ce moment. Tu n'as pas ce deuxième centre-là. On pensait que Casey Middlestad allait le devenir. Il est juste sur le 4e trio en ce moment. Ça ne marche pas. Ça va te prendre le deuxième centre. Là, avant qu'on parle de Sidney Crosby, OK? Oh, c'est une checklist qui pousse l'agenda comme pas possible sur Twitter. Là, moi, si Sidney Crosby se fait échanger, s'il se fait échanger, ça va être à l'Avalanche. Mais avant l'échange de Rantanen, je donnais peut-être 0,00001% de chance que Crosby se fasse échanger dans toute sa carrière. Là, je suis peut-être à 1%. Ça arrive, je vois pas comment ça va arriver, là. Peut-être, mais ça prend quand même autre chose pour l'Avalanche. Puis je sais pas ça va être quoi. Je sais pas comment tu peux aller chercher un autre gros centre ou un autre gros attaquant de tout court. Et Elias Pettersson, tu ne seras pas chez Elias Pettersson. Là. Je vois pas comment on va régler ça chez l'Avalanche, qui est vraiment notre cible. Puis j'espère qu'on n'arrêtera pas là, parce que oui, Necas, c'est beau, ça a bien fonctionné aujourd'hui, ça, deux passes. Puis on voit que sa vitesse, ça fonctionne bien avec McKinnon et Makar, mais est-ce que tu veux vraiment prendre le risque d'aller en série avec un gars qui, à chaque année en série, c'est un petit peu difficile? Je me demande si l'Avalanche va s'arrêter là, puis j'ai de la misère à croire qu'on va s'arrêter là. Honnêtement, une connexion d'Halifax, mais en fait de la Nouvelle-Écosse entre Crosby et McKinnon serait incroyable. C'est comme tout ce qu'on aurait rêvé. Tu sais quoi? On va avoir peut-être un petit preview de ça lors de la Coupe des 4 Nations. Peut-être le petit test, hein? Peut-être un petit test de marché, mais honnêtement, les premières réactions qui sortaient de tous ces échanges-là, j'ai vu personne. J'ai vu personne, bien sûr, j'exagère, là, mais difficile de dire que les deux camps sont contents. Puis je parle autant de la base de partisans que l'entrevue de McKinnon après, qui est comme... oui. Est-ce qu'il y a de la communication qui s'est faite à quelque part? Même chose, Rantanen qui parle aux médias en Caroline que pour lui, ça n'a toujours pas passé, cet échange-là. Il ne croit pas encore que c'est arrivé. Man, le hockey, c'est une business. C'est une business qui est difficile. Puis tu dois démolir des relations de même. Là. Puis encore là, tu dis, OK, oui, l'Avalanche devait nécessairement faire une transaction pour s'améliorer, mais dans quel monde tu disais c'est Mikko Rantanen qui devait partir? Moi, ce que je me demande, c'est que peut-être créer une certaine petite réaction en chaîne. Puis ça, c'est ma théorie personnelle. Puis ça, c'est un feeling que j'ai. Il y a 2 semaines, on annonçait que la Ligue nationale allait suspendre de faire payer l'escroc aux joueurs pour le reste de l'année parce que les revenus sont là, tout va bien de ce côté-là.
Qu'est-ce que ça fait en sorte? C'est qu'on pense, si l'escroc est déjà payé pour les joueurs et qu'on n'a plus besoin de le payer, c'est qu'on pense que le plafond salarial, les projections qu'on faisait, bien, ça va être supérieur à ce qu'on faisait. Et là, je me dis, si Mikko Rantanen voit ça et il se dit « Hey, sais-tu quoi? Le 14-15 millions que Leon Draisaitl, que j'essaie d'avoir la même chose, peut-être qu'il s'est dit « Hey, finalement, 15-16, en sachant que peut-être le cap salarial va augmenter plus qu'on pensait. Est-ce que ça peut peut-être créer une réaction en chaîne pour convaincre l'Avalanche d'être proactif ou / être en mode panique? Ça, c'est dépendamment comment vous voyez ça un peu. Mais moi, ce que je regarde de cette transaction-là, les fans des livres, je vous regarde là. Mikko Rantanen a été changé. Venez pas me dire que c'est 0% de chance que ça n'arrivera pas pour Mitch Marner. Je pense pas que ça va arriver. Mais venez pas me dire qu'on est encore à 0% de chance que Mitch Marner soit échangé au deadline. Hey man, si Mitch Marner s'en va, ce serait le deadline le plus fou que je me souviens dans l'histoire récente de la LNH. Mitch Marner est un Robin, comme Mikko Rantanen, un Batman à Austin Matthews et Nathan McKinnon. Ils vont demander à peu près le même salaire à partir de l'année prochaine, 14-15 millions-ish. Les Leafs ont prouvé dans les dernières années que tu ne peux pas gagner avec le core four que tu as. Tu as besoin de le briser à un moment ou à un autre. Moi, je fais juste dire ça. C'est pas impossible. Il y a peut-être 5-10% de chances que ça arrive, mais c'est définitivement pas 0, puis surtout après ce qu'on a vu vendredi soir. Ouais, ça se peut. Je pense que comme toi, j'ai des doutes que ça va arriver, mais je pense aussi que c'est pas impossible. Hier, par exemple, c'est que Mitch Marner a une clause complète dans l'échange. Oui, c'est ça. Puis je pense encore que Mitch Marner va finir par re-signer à Toronto. Je pense que Tavares va prendre une grosse diminution salariale. L'argent qu'on va sauver là-dedans, on va le mettre dans Marner. Puis on va finir par le convaincre de rester. Ça marche tellement bien avec Matthews et tout. Puis je veux dire, Toronto est très conservateur à ce niveau-là, au niveau de son core four. Je pense qu'on ne voudra pas l'échanger, mais si Rantanen était échangé, je pense que tout le monde peut partir. Tu as peut-être 4 intouchables qui sont plus... McKinnon, McDavid partiront pas, Makar, il y a quelques gars qui partiront pas, mais il n'y en a pas 1000. Là. Fait que je me demande vraiment... À quel point Rantanen était intouchable il y a une semaine. Mais là, ça va devenir super intéressant de regarder. Là, Rantanen, jouer avec McKinnon, ça va, c'est quand même facile. C'est pas facile, mais jouer avec Rantanen, c'est une chose, mais être le leader de ton équipe, c'en est une autre. Puis là, oui, Sébastien Aho est là, puis oui, les Hurricanes ont des Svechnikov, ont tous ces gars-là, mais la pression sur Rantanen, ça va être peut-être le meilleur joueur de cette équipe-là. On parle de lui comme un des 5-10 meilleurs attaquants de la LNH. Mais là, il va falloir qu'il le prouve parce qu'il n'y aura plus McKinnon avec lui. Ça va être à haut, ça va être Sébastien Aho, ça va être un peu différent. Puis s'ils veulent aller chercher son 14-15 millions, il va falloir qu'il prouve qu'il est capable d'être aussi productif, même loin de Nathan McKinnon. Puis de voir justement que ça a quand même rapporté gros un gars comme Rantanen en fin de contrat. Si tu regardes puis tu dis ouais, la LNH, je veux pas, des gars à gros gabarit, ça a toujours la cote quand même, puis tu fais un petit lien avec le Canadien, tu dis c'est peut-être pour ça qu'on a pris Slav au premier rang, finalement, on se dit ça vaut de quoi ces gars-là, puis pendant ce temps-là, à Montréal, Slav est signé pour 8 ans, mais en fait 9 ans avec cette année, les 8 prochaines années à moins de 8 millions par année. Puis je dévie un petit peu mes petits points sur Montréal aussi, parce que je trouve que ce qui se passe au Colorado, c'est super intéressant. Parce que là, le Canadien, on fait un petit peu la même chose. McKinnon est comme le plafond au Colorado. À Montréal, là, il y a Patrick Laine qui change un peu la donne, mais pour les gars en sortie de leur contrat d'entrée, c'est Nick Suzuki qui est le plafond avec son 7,875 par année. Personne n'a dépassé ça à date. Puis Caulfield ne l'a pas dépassé, Slavkovski l'a dépassé. Tu as Lane Hutton qui s'en vient, puis tu as Ivan Demidov qui s'en vient l'année prochaine aussi. Lane Hutton va signer, risque de signer après moi cet été, on va vouloir régler ça. Est-ce qu'il va aller en haut de 8 millions? Est-ce que Lane Hutton va vouloir plus que 8 millions? Ce serait mérité. Est-ce que les Canadiens vont oser aller en haut de 8 millions? Demidov, dans 3-4 ans, là, je pense qu'on peut tous s'entendre qu'il y a des maudites bonnes chances qu'il a envie d'avoir un petit peu plus que 8-9 millions s'il devient vraiment le joueur auquel on s'attend. Puis, il y a d'autres équipes dans la ligue qui ont ces situations-là. On parlait des Maple Leafs. Matthews est le plus haut salarié en ce moment. Est-ce qu'on va vouloir donner plus d'argent à Marner qu'à Matthews? J'imagine qu'on ne voudra pas, mais le plafond salarial va aller en augmentant.
Fait que il va falloir éventuellement prendre des décisions, peut-être chambouler un peu notre échelle salariale. Tu parlais de l'escroc et tout. Oui, ça va augmenter. Les joueurs vont avoir des demandes de plus en plus élevées. Puis, va falloir éventuellement prendre ces décisions-là de ouais, ben, peut-être qu'il faut chambouler notre échelle salariale, peut-être. Puis, je pense que les Hurricanes vont être prêts à payer le gros prix parce qu'on n'a pas vraiment cette échelle-là avec les Hurricanes. Je pense que c'est une équipe qui serait prête à payer énormément d'argent pour conserver Rantanen. Mais si Rantanen devient joueur autonome... c'est que Orlov et Brent Burns sont agents libres à la fin de la saison. Fait que ça libère un gros chunk d'argent pour l'année prochaine. Puis, je pense que les Hurricanes, clairement, vont vouloir le signer, surtout si ça fonctionne bien, mais ils ne seront pas tout seuls. S'il devient joueur autonome, les Blackhawks, parce que Rantanen a été un membre des Blackhawks pendant un quart de seconde pendant ce vendredi soir, puis ben, le Canadien aussi, c'est des équipes de bas de classement qui vont avoir de l'argent dépensé, surtout si le plafond augmente. Il va y avoir du monde là. San Jose, toutes les équipes qui ont de l'argent, puis tout, ça va être là-dessus, là, parce que Rantanen, un gars comme ça, c'est rare que ça devienne joueur autonome. Si Marner est là aussi, sérieusement, ça va être le fun à suivre le 1er juillet. Mais ça va être super intéressant. En fait, les prochaines semaines vont en dire vraiment, vraiment beaucoup. Puis je pense que la confrontation des 4 nations qui s'en vient, ça a accéléré un petit peu ces échanges-là. D'ailleurs, on le rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi la confrontation des 4 nations, c'est le Canada, les États-Unis, la Suède et les Hurricanes de la Caroline qui vont s'affronter. Ça va être les 4 équipes qui vont être là. Donc, ça va être super intéressant. C'est une force jointe des Hurricanes et des Canadiens. C'est vrai. Parce que non seulement tu as des représentants des Canadiens, mais tu as Sébastien Aho qui était presque un Canadien, puis tu as Espéry Kotkaniemi qui était un membre des Canadiens. Légende du Canadien de Montréal, Sébastien Aho, man. Légende du Canadien. Mais tu fais juste imaginer Washington puis New Jersey qui voient ça et qui est genre tabarnak. Ils voient les Hurricanes rentrer à Tannen, ils sont genre yes. Et puis les Capitals qui jouent un peu au-dessus de leur tête depuis le début de l'année aussi, là, tu vois ça, c'est yes, sacrément. Et New Jersey, nonobstant la victoire contre le Canadien samedi soir, New Jersey, ça va pas tant bien non plus. Et puis tu regardes les Rangers, ils se sont rappelés comment jouer au hockey aussi, qui s'en va tranquillement, là. Ça va être... on parle de l'Atlantique, là, mais la métropolitaine, c'est-à-dire... Partout dans l'Est, ça va être un bordel. C'est ça que j'ai regardé aussi avec des amis en fin de semaine. Là. Canadiens, ils ont encore 3 matchs à jouer contre les Sénateurs. Nice! Ben, c'est le fait, ça va être des matchs de série avant le temps, man. Man, ça va être un fucking bordel, cette course-là aux séries. Non, mais vivement le jour où les Canadiens se frayaient comme un chemin relativement bien jusqu'en séries éliminatoires. Peut-être d'ici 2 ans, man. D'ici 2 ans. Hey. Touche du bois. Pour vrai, non, mais tu sais, dans la vie, là, t'as tes affaires là, qui reviennent. Tu te dis, Callis, je pensais qu'on avait fini avec toi. T'sais, les Chiefs de Kansas City, on pensait avoir fini avec eux. Les Patriots pendant si longtemps. Un soir de février 2017, je me suis dit, il me semble qu'on avait fini avec vous autres. Ben, dans cette catégorie-là, je pense qu'on peut rajouter aussi Tony DeAngelo. Parce qu'il est de retour. Je veux dire, il est-tu sur le payroll de Lou Lamoriello? Je veux dire, comment est-ce que Tony DeAngelo revient dans la LNH? Probablement l'un des personnages les plus controversés que cette ligue-là ait connu. Certainement du moins de l'ère des réseaux sociaux. Puis, c'était pas juste ça. C'était aussi une marde sur la glace. Mais c'était surtout une marde en dehors de la glace. Il est parti en exil en Russie. Il a connu une bonne saison, quand même, avec Saint-Pétersbourg. Et puis, on apprend cette semaine, il est rapatrié en Amérique du Nord avec les Islanders de New York. Puis, c'est là que tu vois que le monde, là, sur les réseaux sociaux, parce que c'est la petite game à Tony DeAngelo, ils sont capables d'y remettre d'en face. Parce que c'est le seul événement qui a fait en sorte que les partisans des 32 équipes de la Ligue nationale, en fait, des 31 autres équipes, les Islanders, on va dire les 32 équipes en général, se sont moqués des Islanders pour avoir fait cette transaction-là. Ouais. Dans quel monde est-ce que Lou Lamoriello... Lou Lamoriello, là, il est rendu... Il est vieux un petit peu. Il a-tu essayé de se réinventer puis de devenir comme le hipster des temps modernes puis de dire, moi, j'ai trouvé ce petit talent-là en Europe.
Tony DeAngelo, moi, je vois quelque chose que vous ne voyez pas. OK, il y a eu des bonnes saisons, mais vous n'avez pas la vision que moi j'ai. Man, j'ai l'impression de revivre, tu sais, quand l'année passée, il avait été chez Patrick Roy de fucking nulle part. Là. Ben, honnêtement, ça m'a fait un peu le même effet de wow, vraiment, là, c'est le dernier nom auquel tu t'attends qui ressort au moment où tu t'attends le moins. Puis, je vais essayer de. Si je regarde niveau hockey, je veux dire, à la limite, c'est un gars qui peut t'aider sur l'avantage numérique. Puis, mon Dieu, que les Islanders en ont besoin. C'est un des pires avantages numériques de l'histoire de la NH. J'exagère pas, là. Je pense que. D'après moi, ils ont dû finir par marquer, mais pendant genre 9 semaines après l'échange de la signature de Juan Soto, là, ça tombait un peu au même moment. Là. Mais à partir du moment où Juan Soto a signé, ils ont comme passé 8 semaines sans marquer un but en avantage numérique, quelque chose de même, là, c'était épouvantable. Puis tu dis, peut-être qu'on s'est dit, on va essayer quelque chose pour essayer de repartir cet avantage numérique-là, mais man, c'est la meilleure option qu'on a trouvée. Tu sais, c'est défensivement, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est une aventure? T'sais, les gens critiquent des fois Lane Hutson un petit peu pour son jeu défensif. Oh boy, Lane Hutson a l'air d'un trophée Norris à côté de Tony DeAngelo. Puis il y a peut-être que ça va aider un peu l'avantage numérique. Peut-être qu'il faut ramasser quelques points. Mais ça fait vraiment signature. Là, on ne sait plus quoi faire. On n'a aucune idée. On essaie quelque chose. On essaie de lancer de quoi sur le mur, voir si ça colle. Puis, j'ai l'impression que c'est comme ça que les Islanders fonctionnent depuis 4 ans. Puis là, tu regardes ça, tu te dis, ben, l'équipe est déjà un petit peu hors de la course aux séries. Pas complètement, mais on est en retard sur pas mal de monde. Puis, tu te dis, est-ce que. Si tu es sur le bord d'échanger Brock Nelson dans quelques semaines parce que tu ne veux pas leur signer, pourquoi tu signes DeAngelo? Ça pue. Les Highlanders, j'ai l'impression que c'est le genre d'équipe qui serait mieux de tout défoncer pour repartir un peu à nouveau. Là, j'ai jamais aimé l'échange de Bo Horvat en partant. Puis il y a quand même des morceaux intéressants chez les Highlanders. On a un bon gardien en Sorokin, on a une défensive qui est intéressante, puis quelques morceaux à l'attaque, mais mon Dieu, qu'ils sont beige. C'est vraiment une équipe qui est beige puis qui ne vend pas de rêve depuis que Tavares est parti de. Matthew Barzal est le fun, mais c'est comme le seul. Puis Noah Dobson est cool aussi. Puis, mais je sais pas, j'ai jamais vraiment senti cette équipe-là. Puis je pense pas que c'est DeAngelo qui va changer grand-chose dans la saison des Islanders. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que Lamoriello a une vision que j'ai pas, mais j'ai pas sa vision du tout en ce moment. Puis tu sais, ce gars-là traîne des controverses. Même depuis en tant qu'il jouait dans le junior, je me rappelle plus avec quelle équipe il jouait dans le junior, mais en il jouait avec le Sting de Sarnia. C'est ça? Oui, merci Mio, tu as bien raison. Écoute, ce gars-là traîne des controverses par-dessus controverses. Apparemment, c'est une mauvaise personne dans le vestiaire, puis il y a des opinions politiques. Pas juste dans le vestiaire. Qui n'aiment pas. Regarde. Fine, OK. Ça, le monde qui accuse que, tu sais, on veut diaboliser quelqu'un. Non, le gars des receipts, on se calme. Moi, je dis que le gars a quand même des recettes, comme j'aime ça dire, que ce gars-là a de la misère. Hey, quand tu te fais expulser de ton équipe en Russie, je me dis, tu peux aller où, genre, après ça, là? Il y a quelle place tu peux plus te faire expulser après que tu t'es fait expulser d'une équipe en Russie? Une équipe où est-ce qu'il y a des gars de l'équipe Canada Junior 2018 qui jouent. En fait, une ligue où est-ce qu'il y a des gars d'équipe Canada Junior 2018 qui jouent. C'est vrai que si tu te fais sacrer dehors de cette équipe-là. Puis le pire, c'est que DeAngelo jouait quand même bien en Russie. Il jouait avec Ivan Demidov là-bas. Puis il mérite de finir la saison dans la Ligue nationale. Complètement. Mais c'est même en Russie, il y avait des problèmes de comportement. Il y a une vidéo qui est ressortie de lui qui s'enguirlande avec son entraîneur sur le banc. Puis les deux, ça s'envoie chier de part et d'autre. Puis tu te dis, oh boy, ça marche pas. Puis là, c'est ça en Russie. Deux versions de l'histoire. On n'a pas celle de DeAngelo, mais en Russie, ça sort comme quoi le salaire de DeAngelo était grandement déterminé par des bonnies de performance. Puis il pensait juste à ses stats et tout. Puis c'est. Que ce soit vrai ou non, c'est que ça s'ajoute à comme une liste de preuves qu'on a eues par le passé. Puis il n'y a pas de fumée sans feu. Puis encore là, peut-être que tout ça a été déformé un peu, mais. Man, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup de cas rapportés, de cas qui circulent comme ça, puis je sais pas. Au moins, gars, c'est un des gars qui a défendu Demidov, un des gars qui a aidé Demidov à produire et à se développer. Fait qu'au moins, à Montréal, il aura servi à ça, mais je sais pas, man. C'est vraiment, vraiment bizarre, puis il a pas encore joué son premier match avec les Islanders, hein? Non. Oh, t'as peu.
On va avoir la réponse. Attends un peu, on va avoir la réponse. Mais avant, Félix, je veux juste préciser ce que tu disais tantôt sur l'avantage numérique des Islanders. En fait, les Islanders de New York sont passés à un match d'avoir la plus longue séquence de match sans but en avantage numérique de l'aide du cap salarial. Combien de matchs? 14. Il y a 3 ans, les Bills. Il y a Les Bills? Il y a un petit peu moins de 4 ans, les Sabres de Buffalo. Excuse-moi, c'est pour ça. Même Bill. Les Sabres de Buffalo qui avaient fait 15 matchs de suite sans plus en avantage numérique. Puis les Sabres avaient perdu les 15 matchs. Ça, je pense que ça aurait pas. Ah oui, c'était pas quand Jack Eichel était genre point par game puis qu'il était en crise parce que c'était le seul qui faisait de quoi puis les Buffalo perdaient tout le temps. C'était pas à ce moment-là? Ben, ça date de février à mars 2021. Ah, je pense que c'est ça. Ah, il était-tu parti à ce moment-là? Ah, c'est ça. En tout cas, mais bref, je fais juste te dire, la séquence d'Islanders, c'est à partir du 10 décembre jusqu'au 14 janvier. Un mois complet, sans but en avantage numérique. C'est fou, ça. Là. Dans le hockey de 2025. C'est incroyable. Puis pour quand même confirmer la réponse, oui, Tony DeAngelo a effectivement joué son premier match avec les Islanders. Il n'y a rien de trop spécial. Combien de minutes pour le fun? Ok, je pense que tu l'avais encore devant toi. Non. Peut-être trop. C'est... non, mais okay. Tu pour dire à quel point ce gars-là ne s'en dit. Man, fuck ce gars-là pour vrai, là. Mais écoute, on dira ce qu'on voudra sur l'humain, les Islanders en ont besoin. Les Islanders, si on combine l'avantage numérique et le désavantage numérique, ça égale 80% des poussières. Les deux mis ensemble. Okay. Les gars, un désavantage numérique qui est 80%, c'est correct. OK, les gars, je vais terminer là-dessus, OK? Combien de minutes pensez-vous que Tony DeAngelo a joué à son premier match avec les Islanders? Vu qu'il est arrivé de Russie, il arrive dans une nouvelle équipe, il y a de l'avion, il y a du voyageage, 9 minutes. Du voyageage. Tony DeAngelo a joué plus que 9 minutes. 12? Qui dit mieux? Plus que 12. 15? Qui dit mieux? Arrête. Arrête. Qui dit mieux? 17? Qui dit mieux? Hey, 20 rendu là, je vais mettre le 20 rendu là. 25 minutes. Pardon? Il a joué 25 minutes et 7 secondes. Tu me niaises. 25 minutes et fait 25 minutes et 7 secondes. Match où il a fait du cardio. Arrête. Ouais. Arrête. Ouais. Oh mon Dieu, il a vraiment joué 25 minutes. Ouais. OK. C'est en prolongation, mais quand même. Oh, mais prolongation, OK, tu ramasses at best 1 minute. Ou 2. What the fuck, man? 25 minutes. Hey, ça fait juste te montrer à quel point les... Tu sais, on parlait d'équipe beige, là, pour moi, Lou Lamoriello, c'est NHL Jerry Jones, là. Hey, c'est... 25 minutes. C'est le deuxième gars le plus utilisé des Islanders dans ce match-là, derrière Alexander Romanov. OK, attends, c'est bon, OK. Ryan Pulock s'est blessé pendant le match. C'est pour ça que les défenseurs ont tous joué beaucoup. Tony DeAngelo a quand même joué 25 minutes. Pareil. C'est énorme. Le gars vient de débarquer de l'avion. Oh. Anyways, il y a quand même des bonnes nouvelles dans le monde sportif, les boys, parce que au niveau basketball, à l'échelle locale, montréalaise et lavalloise aussi, il y a quand même des sales nouvelles qui sont sorties. De l'Alliance de Montréal, on entendait un petit peu des rumeurs depuis quelques semaines, depuis quelques jours il y avait de quoi qui se tramait du côté de l'Alliance. Okay? On se posait une question. Bon, okay, est-ce que finalement Charles Dubébret, qui est assistant déjà à l'Alliance et qui entraînait aussi en Chine, est-ce qu'il a réussi à ramener finalement DeMarcus Cousins avec qui il a gagné un championnat en Chine? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que l'Alliance déménageait peut-être à la Place Belle, à Laval?
affaires de même. Bon, finalement, on a appris que l'Alliance devenait une équipe privée, ou du moins formée par un groupe d'investisseurs privés qui est maintenant propriétaire de l'équipe. C'est un groupe, en fait, de 3 personnes qui est mené par Léo Buisson, qui est très, très jeune. Ça montre l'influence du basket chez la jeunesse au Québec. Yann Philippopoulos ainsi que Joel Anthony qui occupait le titre de directeur général de l'équipe depuis sa création. Puis là, maintenant, on va avoir un peu plus de contrôle sur tout ce qu'il donne. J'ai hâte de voir ça, honnêtement. Puis on a aussi voulu rester à Verdun. L'équipe a renouvelé son contrat, en fait, son bail avec l'auditorium de Verdun pour la prochaine saison. Maintenant, ça, c'est une question que j'aimerais poser dans l'état-major de l'Alliance. C'est les avoir au show, mais maintenant, est-ce que ça peut donner à des victoires? Certainement qu'on va peut-être avoir un peu plus de contrôle sur ce qui va se passer parce que, les gars, je veux vous ramener à un petit historique de l'Alliance qui, bon, on a eu 2 premières saisons assez difficiles. Okay? La première saison, il fallait s'y attendre. C'est quelque chose de nouveau. Puis comment ça fonctionne aussi en Ligue d'élite canadienne de basketball, c'est très spécial, les contrats. Okay? T'es payé au match, puis ton contrat est pour la saison. Ce qui fait que tu peux être remplacé assez facilement et coupé assez facilement. On a essayé pour la saison 2024 d'avoir quelque chose d'un peu plus constant. On a ramené certains des noms des années passées, dont Alain Louis, Ahmed Hill, le joueur étoile, mais aussi aller chercher des joueurs qui ont été excellents pour le club, même que ce soit dans la défaite, en Jordan Bowden et Chris Smith, qui sont 2 talents qui voulaient revenir en NBA. Bon, Chris Smith, finalement, ça n'a pas donné. Jordan Bowden joue en ce moment avec le club école des Hawks d'Atlanta. On a besoin de quelque chose du côté de l'Alliance pour gagner. Est-ce que c'est vraiment cet état-major maintenant privé, Montréal Grown qui va faire, qui va rapporter des résultats à cette équipe-là? Ça, j'en suis curieux. Puis moi, c'est le point juste aussi pour ceux qui sont au moins familiers avec ça. Pourquoi on parle de comme quoi c'est une grosse histoire qu'il y a un groupe privé maintenant? C'est parce qu'avant, l'équipe appartenait à la Ligue. Tu sais, c'était pas qu'il y avait un autre groupe avant qui avait abandonné l'équipe ou quoi que ce soit, c'est que ça appartenait à la Ligue. Donc, on le fait avec les Expos à Montréal. Tu sais, quand t'es la propriété de la Ligue, tu as un petit peu moins de moyens, tu as moins d'autonomie et tout. Fait que tu as moins de contrôle sur ta prise de décision et tout. Puis là, maintenant, la PWHL aussi, c'était ça leur première saison. Aussi, right? Oui, c'est vrai. Mm-hmm. Mais c'est... oui, aussi. Fait que, tu sais, c'est quand même une grosse affaire qu'il y a un groupe d'investisseurs. Puis surtout, c'est une belle histoire pour Montréal. Tu sais, on a un groupe de gens d'ici qui veulent investir dans ce beau projet-là qui est l'Alliance de Montréal. Ben oui, évidemment, tu sais, la question, c'est comment on va transposer ça en victoire maintenant. Je pense que, tu sais, il va falloir investir pour aller chercher des joueurs de plus gros calibre. Je pense que ça, c'est. On le vu avec c'est des shooting stars, je crois, dans cette ligue-là, où est-ce que on a beaucoup d'argent dans fait qu'on va chercher des plus gros noms, puis on attire plus de revenus comme ça. Fait que c'est encore le classique de tu dépenses plus, ben, tu attires généralement plus de revenus après. Mais ça va être super intéressant de voir à quel point ce groupe-là va vouloir être prêt à augmenter le calibre de cette équipe-là. Puis tu l'as dit, on avait des super bons joueurs dans les dernières années et tout, mais il manquait quand même c'est une jeune équipe, fait que clairement, il y avait comme un collectif à établir et tout, puis une identité aussi. Fait que là, je pense que peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de stabilité. Tu sais, c'est sûr, le concept de la Ligue fait en sorte que la stabilité est tellement dure à avoir. Tu te dis, les gars sont payés au match. Fait qu'on est loin des fameux contrats de 8 ans que Mikko Rantanen va signer dans la LNH. On est vraiment, vraiment loin de ça, mais si on est capable d'aller développer cette culture-là, puis d'aller chercher des gars qui veulent être ici, puis qui sont prêts à revenir année après année, ça, c'est une bonne façon, puis de voir pour eux qu'il y a un petit peu de stabilité, qu'un groupe de propriétaires qui a investi, qui est prêt à se commettre à ce projet-là pour plusieurs années, mais peut-être que c'est un incitatif. Je vais prendre un exemple au baseball, mais on a vu Rocky Sasaki qui n'a pas voulu signer avec les Padres parce qu'il trouvait que ça ne marchait pas, ce qui se passait avec les propriétaires ces temps-ci, il y avait un peu de tumulte là-dedans. Si tu es capable de donner une situation avec un peu de stabilité dans le groupe de propriétaires, veut pas, ça risque d'aider, ça risque de rendre Montréal plus attrayant, puis il faut juste espérer maintenant qu'il y a des joueurs qui vont vouloir rentrer dans ce projet-là parce que c'est un super beau projet d'alliance qu'on a à Montréal. Ouais, fait que c'est quand on signe J. Cole?
Jamais. Ça, jamais. J'ai un ami qui était, shout-out à Benjamin, qui était au premier match de l'Alliance contre, c'était justement les Shooting Stars de Scarborough, équipe qui profite justement des fonds de Champagne Papy Drake lui-même, qui joue à Montréal. Drake est là-dedans. Ouais. Puis chaque possession, OK, que l'Alliance avait en offensive, on demandait à ce qu'on switch pour pouvoir se retrouver contre J. Cole en 1 contre 1. Ça a pris 2 minutes que J. Cole est sorti du match, puis 2 semaines plus tard, il était plus dans la ligue. C'était affaire de même, mais c'est intéressant. Les deux, Félix a quand même apporté un super bon point dans le sens que, pour certains de ces joueurs-là, surtout des joueurs américains, la NBA reste la ligue que tu veux atteindre, ou pour certains d'entre eux de revenir à NBA. Puis, certains ont utilisé cette ligue-là comme un tremplin, quelque chose qui va leur permettre de revenir. Puis, c'est tellement difficile d'établir quelque chose de stable et d'un collectif quand tu es juste là pour la saison. C'est pas facile. Puis pour terminer, tout ce qui est de projet quand même basketball, parce qu'on avait cette nouvelle-là, mais dans la même semaine, on avait les Nets, le club école en fait des Nets de Brooklyn qui était qui est toujours en fait de passage je dirais à Montréal, mais à Laval, qui joue à la Place Belle. Puis c'est pas juste un séjour comme d'un match comme on voit avec la série NBA canadienne, c'est un séjour de 6 matchs. OK? C'est un sacré test de marché qu'on fait avec ça. Puis, dans le fond, c'est comment je pourrais dire ça? Ça sort pas de nulle part non plus. OK? J'écoutais d'ailleurs l'ami de l'émission, Maxime Pépaquette, sur les ondes du 98.5. Puis, on avait l'état-major de l'équipe qui était là. Okay? C'était, j'oublie un peu son nom, mais on était là pendant le match pas des Raptors par le passé, mais du Thunder au Centre Bell. Puis, on regardait un petit peu ce qui se passait. Puis, on disait qu'on avait bien aimé la réception du public montréalais. Puis, Maxime est allé jaser à l'état-major. Puis, comme, hey, y a-tu ça va pas très bien votre aréna, y a-tu intérêt de déménager à Laval? Puis c'est avec un petit sourire en coin que l'état-major fait comme, je sais pas. c'est une option à explorer. Puis je me dis, il y a peut-être quelque chose à essayer. Je dirais pas que je compte l'idée. Je veux dire, le but après tout pour les gens qui veulent exactement établir une équipe de la NBA à Montréal, je pense que nous trois, on peut s'inclure là-dedans. C'est ça, c'est la grande ligue. Je pense que ce serait quand même quelque chose de prudent, puis de sensé, de sage, de regarder avec une équipe de la G-League pour commencer. Oui, tu peux pas sauter des étapes dans ce genre de dossier-là. À moins que tu aies déjà été une franchise qui a déjà été là, comme les Expos ou les Nordiques, tu peux pas jump d'étape puis de passer de... Il y a 2-3 ans, on n'avait même pas de ligue professionnelle à Montréal, à la CIBL pendant 2 saisons, puis paf, l'NBA direct après. Wow, minute, là, on va prendre 2 secondes, on va y aller étape par étape. Si c'est ça qu'il faut y aller, on passe par la G-League, let's fucking go! Parce qu'il faut certainement pas juste mousser de l'intérêt, mais c'est mousser les gens qui sont prêts à payer pour ça, parce que... Des salaires NBA, ce n'est pas... Tu sais, on aime ça dire comme hey, tabarouette, tel joueur, il fait tellement de millions. As-tu vu combien de millions de dollars Stephen Curry fait? Une masse salariale dans la NBA, tu es dans du 200-250 millions. C'est fou, c'est énormément d'argent. Puis au hockey, on se retrouve à combien? On est à moins de 100. On est à 88, 89, puis c'est un hard cap. Dans la NBA, peut-être qu'on monte un peu. C'est ça, peut-être qu'on monte à 96 l'an prochain. Puis encore là, on est vraiment loin d'une masse salariale d'NBA. Là, mais aussi l'avantage que je vois de tout ça, là, on le voit avec le Canadien dans les dernières années. Le club école du Canadien a été à Hamilton. Après ça, s'est ramassé à, je pense que c'était à Terre. C'est ça, fait que là, puis c'était tout le temps un petit peu de... Puis les rappels dans la LNH, c'est beaucoup plus fréquent dans la NBA et tout, mais d'avoir ton club école plus proche de chez toi, c'est vraiment pratique. Puis dans un monde où il y a une équipe à Montréal, mais si on a un club école qui est déjà installé à Laval, ce serait le fun. Ce serait quand même vraiment, vraiment le fun. Puis tu aurais quand même, le temps de quelques années, ça pourrait être une bonne étude de marché.
Fait que ce serait vraiment cool. Puis on verra comment la réponse à ces 6 matchs-là. Quand même, il y a quand même une bonne publicité qui s'est faite. Puis j'ai aimé aussi la petite opération charme de l'organisation des Nets qui a comme transformé un peu son logo pour le francophoniser. Je sais que ça se dit pas, là, mais le mettre un peu en français puis à saveur montréalaise un peu. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Puis ça peut être le début de quelque chose. À la limite, peut-être, dans la MLB, l'idée, on avait un peu ri de ça parce que c'était Tampa Bay Montréal et tout, mais c'est peut-être un partage, peut-être 50-50, quelques matchs avec il est où déjà le club école des Nets? Les Long Island. OK, c'est pas très loin. Là, ça se fait quand même bien, 50-50. Puis, je sais pas, peut-être qu'il y a une idée comme ça qu'on pourrait considérer. C'est tranquillement pas vite, progresser, jusqu'à temps que peut-être quand il arrive à temps plein à Montréal, puis que à Laval dans ce cas-là, puis si ça fonctionne, peut-être une équipe de la NBA. On est loin d'une équipe de la NBA. Là. Je pense que c'est gros minimum. Minimum 5, 10, 15 ans. Puis peut-être que ça n'arrivera jamais, mais c'est quand même de prendre des pas dans la bonne direction, se mettre dans les bonnes grâces. Puis se mettre sur la map, tu veux te mettre sur la map puis attirer de l'attention vers ton marché aussi. Puis pour finir là-dessus, là, Place Belle avec le basketball, je pense que c'est environ 10 000 places qu'on estimait. Ce que justement Maxime Pépaquette citait, c'est que à date, ça se passait bien parce que c'était la fin de semaine. Là, aujourd'hui, en ce dimanche, ça s'est bien passé encore pour un dimanche après-midi, alors que tu as un gros match de football qui se donnait entre les Eagles et les Commanders. Le gros test, là, ça s'en vient, c'est le milieu de semaine. T'sais. Quand tu as d'autres activités qui se donnent, comment est-ce que la foule va répondre? On a réussi à remplir, je pense pas qu'on s'attendait non plus à vendre la totalité des billets, mais pour tous les matchs qui se sont donnés jusqu'à présent, c'est à peu près 7500, donc à peu près 3/4 des billets de vendus par match. Là. Puis quand même avec cette nouvelle état-major de l'Alliance qui est là pour supporter le projet Basketball Montréal. Ouais. Finalement, les boys, dans tout ça, on n'a même pas encore parlé du temple de la renommée du baseball. Quelque chose qui est tellement magnifique. C'est tellement spécial, le temple de la renommée au baseball. C'est tellement quelque chose de difficile à atteindre. Toutes les modalités, tous les termes cachés en arrière de tout ça. Et encore une fois, on est passé tellement proche de la perfection. Parce que on a eu des grands noms intronisés. On parle quand même de Billy Wagner, on parle de Sissi Sabathia, Félix. Je sais que un joueur que tu as tant aimé. Mon premier lanceur numéro 1 des Yankees. Absolument. Puis le nom qui a fait le plus jaser cette fin de semaine, c'est certainement celui d'Ichiro Suzuki. Parce que, Pop, encore une fois, il y a quelqu'un qui a décidé de jouer les troubles fight. Terroriste. J'ai juste envie de dire comme nom, comme mot. Terroriste. Pour vrai, ceux qui ne savent pas c'est qui Ichiro Suzuki, un peu pour vous montrer un peu le background un peu du gars. Prenez en exemple au hockey un gars qui, de l'âge à 19 jusqu'à 26 ans, domine la KHL. Puis qu'à 27 ans, il devient joueur autonome. Puis sais-tu quoi? Je vais venir en Amérique du Nord. Puis je vais quand même faire 500 buts dans la Ligue nationale. Certainement pas Ivan Shipachev. Certainement pas Ivan Shipachev. Mais certainement encore moins Yeri Sekash. Mais ça, on s'égare un peu. Mais je pense, le plus proche, je pense que ce serait Artemi Panarin. À peu près. Genre quelque chose de même. Mettons, c'est pas identique, là, mais à peu près. Mais pour aussi vous montrer Ichiro, ce gars-là, c'était la durabilité, de la vitesse, de la constance. Ce gars-là a le record, pas juste d'une certaine époque, le record de tous les temps pour le plus de coups sûrs en une saison. Tellement ce gars-là, au début des années 2000, était absolument OP. Ce gars-là, peut-être 120 circuits en carrière dans la MLB, mais tout le monde qui connaît Ichiro Suzuki un peu disait ce gars-là, s'il voulait vraiment, il en aurait fait 300-400. C'est juste qu'il se concentrait à mettre la balle en jeu, jouer un peu du small ball, un peu... Tu sais, c'est peut-être un Luis Arraez, peut-être, mettons au bâton, un peu, si on peut situer un peu comme ça. Luis Arraez, rapide et monstrueux défensivement. Non, mais je parle juste au bâton. Il faut aussi rappeler qu'Ichiro, ça a toujours été un des gars les plus rapides. Je pense qu'il a comme volé plus que 500 buts dans sa carrière dans la MLB.
puis il a gagné de multiples gants d'or au champ droit. Recrue de l'année, MVP. La seule affaire que j'avais... Dans la même année. Dans la même année, soit dit en passant. La seule affaire que ce gars-là n'a pas eu, c'est une série mondiale. What a shame. Et il y a quelqu'un à quelque part qui s'est dit, sais-tu quoi? Non, pas de suite. On va attendre avec ce temps-là. Un seul qui l'empêchait d'être 100%. C'est le pire, c'est que ça arrive trop souvent, j'ai l'impression. Oui, c'est arrivé avec Derek Jeter il y a quelques années de ça. Le seul qui est rentré unanimement, c'est Mariano Rivera. C'est tout. Sinon, un releveur! Ouais. Je comprends que c'est le meilleur, hors de tout doute, le meilleur releveur de tous les temps. Mais tu te dis, le seul gars unanime au Hall of Fame, c'est un releveur. Ouais, what are we doing? C'est particulier. Puis tout. Puis là, moi, ce qui. Écoute, sur ce sujet-là, là, Albert Pujols va être éligible dans 2 ans, je pense, dans 2 ou 3 ans. Lui, ça va être intéressant parce que si quelqu'un ne vote pas pour Albert Pujols, je serais très intéressé de savoir quel est le rationnel. D'après moi, il y a quelqu'un qui va justifier ça sur avec les Angels, il n'était pas assez bon, puis je n'ai pas voté pour lui. Non, c'est pourquoi? Parce qu'il n'a pas joué avec les Yankees. Ah, il a quand même joué avec les Dodgers. Puis les Cardinals, c'est comme le marché hipster des gros marchés. C'est pas un gros marché, mais les connaisseurs de baseball disent ouais, mais c'est quand même Saint-Louis, il y a quand même un petit prestige avec ça. Non, il va tout avoir un hostie de journaliste à New York, ces gens. Sais-tu quoi? Non. Je te parle du journaliste de Boston. Je te parle du journaliste de Boston. Non, mais je te parle du journaliste de Boston qui n'a pas voté Derek Jeter. Veux-tu qu'on parle de ça? Ça, c'est un héros national. Je m'excuse. Pas le capitaine, bro. Il devrait avoir une statue au Fenway Park, puis that's it. Oh, man. N'importe quoi. Mais écoute, gars, c'est dommage et tout, mais je pense qu'il faut surtout se concentrer sur le fait qu'il est rentré de façon presque unanime. Là, il n'y avait aucun doute qu'il allait rentrer sa première année et tout. Puis si Sabathia première année aussi, très cool pour lui. Qui était pas, tu le regardes, c'est pas nécessairement le palmarès statistique le plus impressionnant, mais c'est un style de joueur qu'on voit plus beaucoup dans la MLB d'aujourd'hui avec un vrai bourreau de travail. Sabathia, ça arrivait puis ça lançait une tonne de manches par année. Puis, 7-8 manches, peu importe ce qui se passait. Il était tellement bon, cette fameuse demi-année avec les Brewers qui est classique, puis a été tellement bon avec les Yankees et tout. Gagner la série mondiale avec les Yankees. Honnêtement, ça a été difficile de sortir. Est-ce que si Sabathia rentre autant de la renommée à sa première année s'il ne joue pas avec les Yankees? Ben, peut-être pas, parce que il a gagné une série mondiale sur le big stage avec les Yankees. Puis, oui, c'est vrai, ça vaut quelque chose, mais c'est un gars qui mérite d'être là de plein droit aussi. Là-dessus, je pense qu'il n'y a personne qui va y enlever ça. Puis l'autre aussi, Billy Wagner, tellement cool pour Billy Wagner, qui a fallu qu'il attende à sa 10e année, mais pour ceux qui connaissent moins Billy Wagner, un releveur gaucher qui a été, en fait, qui n'est pas vraiment un gaucher, qui est un droitier, mais qui a été forcé d'apprendre à lancer gaucher, qui est devenu un gars qui lançait des balles à 100 000 à l'heure de la gauche, un des releveurs les plus dominants de l'histoire. Puis c'est cool qu'il soit reconnu comme ça. Malheureusement, on surveillait aussi Russell Martin qui devait obtenir sa première année sur le bulletin. Dans le fond, pour ceux qui connaissent moins le processus, un joueur peut être là jusqu'à 10 ans. Pour rester sur le bulletin, il faut qu'il y ait 5% des votes au minimum. Ça prend 75% des votes pour être élu parmi les 400 journalistes qui votent pour le Temple de la renommée. Russell Martin, malheureusement, n'a pas eu le 5% des votes nécessaires, donc ne sera plus de retour sur le bulletin. Encore une petite chance, si un jour, dans quelques années, un comité décide de voter pour lui, peu probable quand même, mais écoute, quand même une belle carrière. Puis juste le fait qu'il ait été sur le bulletin, c'est vraiment, vraiment cool. Là, c'est une super belle histoire de succès qu'a été celle de la carrière de Russell Martin. Puis c'est pas mal les grosses trames narratives qu'on suivait. Avec bravo aux 3 intronisés. Puis écoute, Russell Martin, même s'il n'est pas intronisé, je pense qu'au Québec, il va toujours être un nom dont on va se souvenir. Puis il a été un des grands, surtout avec les... C'était le fun quand même. Je ne suis pas un grand fan des Blue Jays, mais de le voir avec les Blue Jays, c'était cool de le voir avec les Blue Jays. Tu peux pas me parler de ça. À ta maison. Puis cool. Moi, je me souviens juste des images de Russell Martin qui saute partout, puis qui est genre le gars calissement hype sur le fameux circuit de José Bautista. Moi, j'étais genre... Ça, c'est quand les Blue Jays ont piqué. Pour vrai, là. Ben oui. On peut pas me parler de l'équipe de 2015, man. Puis aussi, Russell Martin, ce qui est bizarre, c'est que c'est un receveur qui était extrêmement bon offensivement, ce qui est quand même plutôt rare pour la position. Tu sais, c'était pas Barry Bonds ou quoi que ce soit, mais pour un receveur, il claquait une vingtaine de circuits par saison.
Exact, c'est ça. Pour un receveur, c'est excellent. Puis défensivement, il était très, très solide aussi. C'est le genre de gars que tu regardes, tu dis, c'est. Parce qu'au baseball, c'était comme le Hall of Fame puis le Hall of Very Good. Ça n'existe pas pour vrai, le Hall of Very Good, mais c'est comme une catégorie dans laquelle on place hypothétiquement des joueurs qui sont peut-être pas assez bons pour être dans le temple de la renommée, mais qui sont quand même des noms dont il faut se souvenir. Russell Martin en peut-être un petit peu plus dans cette catégorie-là, mais ça reste un des gars qui, Mike Piazza avait été là un petit peu avant lui, puis il y en a eu d'autres, là, mais un de ces receveurs-là, Brian McCann aussi, qui était sur le bulletin, un autre que je placerai dans cette catégorie-là, mais qui a un peu révolutionné cette conception-là du receveur, qui n'est pas juste un retrait automatique qui est bon défensivement, qui contribue offensivement, puis qui amène quand même quelque chose dans un alignement. Fait que je pense que pour ça, il faut donner un peu de crédit à Russell Martin pour une très, très belle carrière aussi. Puis que dire aussi pour Sissi Sabathia? Pop, tu l'as mentionné un petit peu, mais ce gars-là, il était prêt. Le nombre de départs que ce gars-là il a eu dans sa carrière, il a joué tellement fucking longtemps. On parle beaucoup de 3000 coups sûrs pour un frappeur, 3000 rétro bâtons. C'est pas un automatisme au baseball que tu rentres autant de la renommée avec ça, mais c'est pas loin. Non, exact. Il a gagné dans un gros marché à New York. Ah ouais, puis soit dit en passant... Il y a un Cy Young aussi. Il faut pas oublier un Cy Young. Faut pas oublier aussi, là, ce gars-là venait de débarquer à New York. Là. Ce gars-là a commencé sa carrière à Cleveland. Il a fait un petit tour à Milwaukee aussi, mais le gars en était à sa première saison avec les Yankees. Tu penses pas que l'état-major des Yankees se mordait les doigts quand il est arrivé, puis finalement, tuerie mondiale. Man, c'était fou. C'est dans les premiers souvenirs que j'ai. Puis ce gars-là est arrivé, c'est la grosse affaire. Puis c'était vraiment un vrai Yankee. Puis oui, ses stats, c'est quelque chose, mais c'était vraiment l'exemple du coéquipier. Il défendait tout le temps le reste de ses gars. Puis le nombre de fois où est-ce que une balle passait un peu proche d'un de ses gars, puis t'avais lui, parce qu'il était imposant. Là, il est 6'6", puis je pense qu'il joue autour de 260 livres. Aujourd'hui, il a beaucoup perdu de poids, mais dans le temps, Prime, Sabathia, c'était un fridge, là. Une balle passait un peu proche de ses gars, il se levait dans le dugout, puis c'est tranquille. Là, le lanceur, ça tenait un peu tranquille, parce que tu savais que t'avais le Sabathia qui le regardait, puis on parlait de beau travail, puis je vais arrêter là-dessus. Là. Sabathia a vraiment lancé. On a souvent l'expression jusqu'à ce que son corps le lâche. Là. Ben, Sabathia, c'est exactement ça qui est arrivé. La dernière fois qu'on l'a vu sur un monticule, c'était dans les séries en 2019 avec les Yankees. Il était vraiment en fin de carrière. Mais tu sais quoi, continue de pousser et aider son équipe. Puis contre les Astros, malheureusement, a lancé à un moment donné. S'est déchiré l'épaule au complet. A lancé 3 autres lancers avec une épaule complètement déchirée. Puis là, il a fait OK, là, je pense que c'est un signe, là, il faut que j'arrête. Puis a vraiment lancé jusqu'à ce que son corps lui permette plus de le faire. Puis c'est vraiment c'est pas pour rien que tu demandes à n'importe quel fan des Yankees des 15-20 dernières années, tu lui demandes de te parler de Sabathia. Puis c'est un des grands lanceurs que les Yankees ont. Mettons, depuis 15-20 ans, il y a Garrett Cole qui est là aussi, mais sinon, Sabathia est assez incontestablement le numéro 1 de cette époque-là des Yankees. Mm-hmm. Puis, on parle de ça, mais tu sais, ça dit à quel point c'est bon. Mais Billy Wagner, qui a été un All-Star à 38 ans aussi, là. Ben, pas juste ça. Attends, savez-vous que Billy Wagner, à l'université, jouait en Détroit, jouait en 3e division dans la NCAA avant de se rendre à un majeur? Incroyable. C'est pas le plus gros gars non plus, là. Je vais juste aller voir, mais on parlait de ce gars-là, il pompait une balle 101 000 à l'heure. 5-10, c'est pas petit. Bon, malheureusement, je veux pas blesser Mio, mais 5-10 au baseball, surtout un gars avec autant un bras de même, c'est petit. Je m'excuse. C'est petit comparé à Sabathia. On a-tu un deal? On a un deal avec ça. Mais, mais les short games de 5-10, vous êtes au-dessus de la moyenne, soyez fiers de vous. Let's go. Anyways, dans d'autres nouvelles aussi, finalement, terminé sur une note positive, on parlait des Blue Jays. Finalement, il y a une bonne transaction qui s'est donnée du côté des Blue Jays. Finalement, un joueur All-Star. Puis, c'est pas de Joey Votto, là. On parle pas d'un vieux terminé à 40 ans, là. C'est un vrai joueur, là. Félix, finalement, t'es-tu content pour tes Blue Jays? Écoute, pour je peux même pas dire cette phrase-là. Pour les Blue Jays, écoute, honnêtement, je suis surtout content pour les fans d'équipe qui se font niaiser depuis un an au complet, depuis Ohtani, depuis Sasaki, depuis tous ces gars-là. Avec Soto, on s'est vraiment fait niaiser tout le long chez les Jays. Puis, qu'on réussisse enfin à signer quelqu'un, Anthony Santander, qui va amener beaucoup de puissance de cet alignement-là, un voltigeur qui a de cogner la longue balle. Pas un gars défensif, pas un gars de contact, pas un gars très rapide, mais
un gars qui peut te taper un 40 circuit, en tout cas un 30 minimum, un 40 safe. Si vous voulez une image, c'est un Teoscar Hernandez ambidextre. Ouais, c'est une bonne comparaison. Teoscar était quand même un meilleur frappeur de contact, là, mais pas une mauvaise comparaison du tout. Un peu un Teoscar. Un petit peu plus puissant, je dirais aussi. Mais dans l'ensemble, je comprends un peu un profil similaire. Écoute, tant mieux pour les Jays qui signent enfin quelqu'un. Beaucoup d'argent, ça m'a fait rire aussi, beaucoup d'argent différé. On parle beaucoup des Dodgers qui le font, mais la très très grosse majorité du contrat de Santander, c'est de l'argent différé. Donc les Jays ont finalement utilisé ça pour signer quelqu'un. Après ça, être fait avoir 1000 fois pour ça. Puis tant mieux pour eux, on a enfin réussi à attirer quelqu'un. Là, par exemple, c'est pas fini. On veut essayer d'aller chercher quelqu'un d'autre. Et on sait que l'équipe est liée à Pete Alonso depuis un petit bout. Là, hier, entendre Steve Cohen dire publiquement que les négociations avec Pete Alonso sont tellement difficiles qu'ils sont plus intenses que celles avec Juan Soto, qui a signé un contrat de 15 ans et 765 millions de dollars, je le rappelle. Les négociations avec Pete Alonso sont tellement compliquées. En parlant d'un gars particulièrement confiant de le signer, est-ce que les Jays pourraient aller le chercher, aller chercher un autre premier but, frappeur désigné pour échanger avec Vladdy un peu? Peut-être que c'est une possibilité pour les Jays. Je pense encore qu'Alonso va finir par tourner avec les Mets, mais si jamais ça se complique avec les Mets, peut-être que les Jays pourraient aller en chercher un deuxième. Je sais pas. On lance ça dans l'univers. C'est là, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin au programme de la semaine à la triple menace. Juste avant qu'on se quitte, on a quand même l'énigme du joueur de la semaine à vous partager. Alors, le joueur cette semaine est un joueur, vous l'aurez deviné, de basketball, car il a porté les couleurs des Raptors de Toronto de 2015 à 2021. Il a même remporté un championnat. Si vous êtes pas pire en mathématiques, puis vous avez compris que 2019 se retrouve entre 2015 et 2021. Ensuite, faites un bref séjour avec la piètre équipe qu'est les Trailblazers de Portland. Donc, a connu la fin de cette équipe avec Damian Lillard où on peut faire un petit peu une image, une métaphore avec le sac à dos Louis Vuitton, puis tu dis « Just let it go, bro, c'est terminé ». Et ensuite est allé jouer avec les Clippers de Los Angeles, là où il porte les couleurs de l'équipe depuis à peu près 3 ans. Vous aurez deviné quand même billet. 3 ans, c'est un très long moment. Et le joueur de la semaine, Félix, est Norman Powell, un ancien des Raptors qu'on a connu tant comme cette bonne option-là en sortie de banc, puis qui est encore pas mal le joueur qui était avant, un grand marqueur qui n'est pas nécessairement un excellent joueur défensif ou un grand passeur, mais qui va aller chercher une 20aine de points par match. Ça continue de bien aller pour lui avec les Clippers, tant mieux pour lui. Ça continue de bien aller même loin de Toronto pour lui dans la vie. Puis tu sais, il va marquer tous ses petits points par match, mais tu sais, tu vas juste avoir cette semaine au mois de février ou mars où Norman Powell est le joueur de la semaine dans sa conférence. Oui, parce que pendant 4 matchs, il en marque 40 par game. Tu sais pas pourquoi il en marque 40 par game. c'est comme Lou Williams, mais tu sais, il va pas prendre trop de risques. T'sais. Oui, il est pas il est pas incroyable en défensive. Mais Norman Powell, c'est surtout un tireur. Oui, il est capable de se rendre au panier, il est capable de dunker, mais en soi, sans dire que je préférais avoir Norman Powell plus souvent que Lou Williams. Je préfère avoir Norman Powell à Lou Williams. Ouais, Norman Powell m'a amené un championnat. Bring it on. Mais tu sais, Lou Will, la culture, man. Le 6e homme par excellence de l'histoire de la NBA, Lou Williams. My God. Malachi Flynn, Jamal Crawford, là. Les Pistons de Détroit. Le 50 points de Malachi Flynn est encore étudié. Ça fait 2 ans de ça, là? Non, même pas. C'était genre l'année dernière. L'année passée. C'était l'année passée. Dans ma tête, ça fait tellement longtemps. C'est Malachi Flynn. Raptors Legend Malachi Flynn. Non, ben, tu sais. C'est tellement les affaires random de fin de saison. Comme Kenneth Lofton, là, qui a eu un 40 points dernier match de la saison des Grizzlies. Pas Jalen Ivey qui a droppé un 50 aussi à un moment donné? Absolument. Jalen Ivey, il est nice. Mais ça reste quand même un 50 points qui sortait de fucking Sadiq Bey a déjà marqué. Sadiq Bey, c'est lui je cherchais. Sadiq Bey, lui, je m'attendais. J'ai tout le temps mélangé. Honnêtement, je veux dire, je m'attendais à quelque chose. Ah ouais. J'ai créé un portrait sur ce gars-là pour Alley-Oop 360 à la fin. C'était sa première saison avec Cade Cunningham. Il a fini avec une saison de 18 points par match. Comme, tu sais quoi? Peut-être qu'on a une bonne option C sur une équipe des Pistons. Tu sais, un joueur d'aile capable de te marquer un petit 15 points, jouer défensivement. Tu sais, un Jalen Williams avec le Thunder actuellement.
Mais ça, les fans du Thunder sont pas prêts à l'admettre. Ouais. Ils sont pas prêts pour cette conversation-là. Non, mais moi, ce que j'aime, man, je suis abonné à Barnes Muse sur Twitter. J'adore tellement ces affaires-là. C'est un fan des Raptors, un peu comme moi, qui est prêt à mourir pour Scottie Barnes. Puis met toujours les statistiques. Scottie Barnes comme role player, entre guillemets. Puis après ça, tu mets les statistiques de All-Star, Caliber, Superstar, Jason Tatum à côté, puis tu vois Scottie Barnes, mis à part pour les points, il y a des meilleures statistiques dans tout. Ouais. Genre Bum versus All-Star Caliber Wing avec Jalen Williams, puis littéralement Scottie Barnes a des meilleures statistiques dans absolument tout. J'adore la NBA, man. J'adore la NBA. C'est fou comment j'aime cette ligue-là. Anyways, mesdames et messieurs, c'est ce qui met fin à ce programme de la semaine de la triple menace. On vous invite quand même à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, notamment le groupe Les Superfans des Tigers de Guangdong, où vous pourrez interagir avec nous, tel que le segment Perron d'église qui va revenir la semaine prochaine. On va en avoir un petit spécial pour vous. Notamment, TikTok est toujours existant au Canada. Alors, TikTok, Instagram pour suivre nos plus récents clips qu'on a à partager avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour nos prédictions du Super Bowl. Ciao!